Bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. D'ailleurs, je démarre directement avec la miniature et ça permet d'être dans le vif du sujet, de ne pas perdre trop de temps. On va parler de l'impact des notes et des commentaires en ligne, mais surtout les notes. C'est quelque chose qui revient très souvent quand je parle avec des personnes du monde du jeu. C'est même quelque chose, alors vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quelque chose qui, moi, m'horripile ou ne me parle pas, puisque je ne suis pas du tout dans ce monde-là des notes. J'ai toujours été contre depuis tout le temps, depuis aussi loin que je me souvienne. Mais voilà, ça fait partie des choses. Quand on parle d'un jeu, c'est quasiment une des premières choses que l'on va te dire, mais pas forcément que d'un jeu, hein, vous le verrez, d'un film, d'une série, d'un livre, de je sais pas quoi. On va te citer une note et un site renommé de classification. Et je trouve ça même aberrant, puisque ça va jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui ne regardent même plus, par exemple, des jeux qui seraient en dessous d'une certaine note ABGG. Voilà, donc on se coupe d'un pan de toute la culture. On résume une œuvre à un chiffre qui, on va le voir tout au long de cette vidéo, ne veut pas forcément dire grand-chose. En tout cas, il veut peut-être dire quelque chose pour une personne, mais ramener à une globalité, en réalité, on ne sait pas trop. Donc on va voir différents aspects de ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais si vous êtes en vidéo, ça devrait l'être, puisque j'aurais coupé tous ces moments qui ne servent à rien. Si vous êtes en live, vous allez subir. La première chose qu'on peut dire, et comme l'intro le laissait supposer, il y a énormément de gens, si ce n'est la majorité des gens, qui font plus confiance aux avis en ligne maintenant, aux notes, qu'à la recommandation d'un proche. C'est quelque chose qui s'est inversé comme tendance, puisqu'il y a des années en arrière, la première personne qu'on prenait en compte, c'était les amis, les proches, la famille. Quand ils nous disaient d'aller voir ou d'acheter quelque chose, hop, ça faisait office direct. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a notamment des études qui expliquent bien cela. C'est une étude IFOP, donc qui celle-là date de juin 2023. Je vous montre celle-là, mais sachez qu'en réalité, je vous ai mis d'autres liens que vous trouvez en définition de la vidéo. En réalité, ce sont des études qui, pratiquées un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, on a vu ça, se recoupent. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'isolé ou de culturel, c'est quelque chose qu'on le retrouve partout où ils font de plus en plus d'études sur ce sujet. Et donc on voit que c'est 92% en 2023 hein, de gens qui consultent les avis, qui les prennent en compte par rapport à 75% en 2021. C'est quelque chose qui a vraiment augmenté. Pareil sur les critères de confiance, c'est de plus en plus important. Et on va le voir que ça a aussi un impact sur les jeux de société, évidemment, puisque c'est ça le lien avec ce soir. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce sujet On en a déjà un peu parlé dans nos vidéos, mais c'est surtout parce que, et là c'est pour me faire un peu faire mousser, puisque nous avons une page BGG sur le jeu le Brise Neuron, hein, qui sera bientôt rester connecté, puisque on va bientôt annoncer les précommandes pour le jeu, pour celles et ceux qui sont intéressés de soutenir l'association Punchboard. Mais donc voilà, la fiche BGG est déjà là. Et donc forcément, qui dit affiche BGG, eh ben, il y a toutes ces histoires de notes, etc. Alors il n'y a qu'une seule note, hein, et c'est... on salue Alain de Blue Cocker, qui a mis un 10. Bon, il y a joué, mais merci beaucoup. Alors sachez que moi, je m'en fous, hein, des notes, une fois de plus, c'est pas ça qui m'intéresse, parce que ça ne veut rien dire. Mais voilà, c'est ça qui m'a dit, tiens, on va un peu étudier la question, voir comment ça se traduit. Et effectivement, est-ce que c'est quelque chose dont on ne peut échapper, ou est-ce qu'au contraire, c'est moi qui ai raison dans ma réflexion, de dire on peut s'en passer, il faut s'en passer. Comme dit Rachel, elle lit après pour se marrer sur les jeux, mais partout, Allociné, etc., pour les bouquins. Ouais, oui, oui. Et Michael dit qu'il va mettre un 10 pour compenser ce 10 de copinage. Exactement. On va y venir car c'est un des points de la soirée. Avant d'en arriver à ces statistiques qui nous plaisent,
Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que je me suis demandé bah, d'où ça venait en fait. À quel moment dans l'histoire on s'est mis à noter les choses. Il faut savoir que la note, en fait, elle n'a pas toujours existé. On s'en doutait un peu, hein, Captain Obvious. Mais en fait, c'est à partir du XVIe siècle. Salut Rachel, merci d'être passé. C'est à partir du XVIe siècle, en fait, que dans les collèges jésuites, qui à l'époque, ils donnaient pas de chiffres, hein, mais ils classaient les élèves plutôt par performance. Donc c'est 1558, hein, les premiers usages documentés de la note chiffrée pour classer les élèves par nombre d'erreurs. Ça vient du collège de Coimbra. Donc voilà, on n'a pas trouvé plus en amont. Alors j'espère qu'il y a des historiens qui ne me tomberont pas dessus, car c'est des recherches, mais après, c'est pas impossible que je sois passé à côté de certaines documentations. On a ensuite les lois de Jules Ferry en 1881-1882. C'est là où on commence à avoir la notation scolaire, notamment, sur 10, ce qui est les écoles primaires. 1890, c'est l'arrivée baccalauréat français. C'est à ce moment-là qu'on a les premiers examens officiels qui sont notés sur 20. Est-ce que c'est pour faire entrer les gens dans une norme et en faire des bons moutons? Alors, pas du tout. C'est pour faire le tri. C'est plutôt un tri social, un tri sélectif, puisqu'en fait, ce sont les moments où on a besoin de... On voit qu'on n'arrive pas loin, et notamment quand on arrive au niveau de l'industrialisation, dans les années 1800-1850. En fait, il faut des gens pour gérer les équipes. Et à ce moment-là, bah, il faut donc bien un moyen de trier ces gens-là. Quels sont ceux qui ont les meilleures compétences pour trier? Donc c'est plus un tri que de faire entrer des gens dans une norme. Sauf qu'il n'y a pas que l'école. Arrivent ensuite les autres arts, et notamment les arts culinaires, puisqu'on a le guide Michelin qui arrive dans les années 26, avec l'apparition du système à étoiles, hein, qui est de 1 à 3 étoiles, qui était pour classer la qualité des restaurants. On a le New York Daily News, qui est la première, donc c'est Irène Thirer, la première femme donc, qui a lancé le système des étoiles aussi, qui est pour la critique de cinéma. Ça, c'est intéressant aussi de se rendre compte que il a fallu évaluer des films de 1 à 3 étoiles. Je trouve ça toujours assez intéressant, cette idée de comment on évalue, comment on trie. Ensuite, on fait un petit bond dans le temps, puisque ça a très peu évolué. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les dates, hein, je vous ai mis les dates les plus importantes, mais on a en 95 Amazon.com, évidemment, avec la mise en ligne du premier système d'avis client, qui est noté de 1 à 5. Et puis après, c'est l'emballement. TripAdvisor en 2000, avec un site entièrement basé sur les avis des voyageurs, sur ce qui concerne les voyageurs, donc restaurants, hôtels, parcs de loisirs, etc. Et puis 2010, c'est la gamification des avis. C'est à ce moment-là où on a l'introduction généralisée de badges, de points, de classements pour motiver la contribution des utilisatrices et utilisateurs. Quelque chose que vous connaissez bien, puisqu'on a toujours ça aussi maintenant dans les cartes, notamment dans les supermarchés, dans tout ça, où on vous dit, voilà, si tu fais plusieurs achats, on essaye de vous mettre à contribution. Je rappelle à toute fin utile que c'est ce qu'on pourrait appeler du travail dissimulé, puisqu'en fait, vous travaillez pour des plateformes. Chaque fois que vous donnez un avis, vous ne partagez pas à la communauté, vous ne faites qu'enrichir, puisque vous donnez de la data. Vous faites qu'enrichir une plateforme en travaillant gratuitement, quand bien même ce n'est qu'une action qui semble anodine. Et enfin, le final, le grand final, la notation algorithmique et sociale, qui est arrivée à partir de 2018-2024. Et là, c'est le début des systèmes de scoring citoyen, notamment en Chine, mais aussi l'algorithme de contrôle social, et le fameux score de suspicion de l'assurance maladie en France. Je vous ai mis de toute façon les liens. Alors là, je crois que la Quadrature du Net avait fait un super boulot, qui avait eu accès à tout ça. Donc vous irez lire hein, si vous voulez savoir exactement ce que c'est. Mais une fois de plus, on le sait hein, que maintenant les services sociaux font la chasse aux précaires, puisque ces algorithmes en fait ne reproduisent que des comportements humains, et ceux qui donnent les ordres veulent chasser les précaires, puisqu'on sait que les fraudeurs. Sauf que ça stigmatise, ça met de base l'opprobre sur des gens, prétexte que tu as tel nom d'origine
supposer que tu es une femme seule au foyer avec tes enfants, ou que je ne sais quoi qu'ils ont mis dedans, ça suppose de fait que c'est toi qu'il faut surveiller parce que c'est toi qui pourrais être fraudeur. Donc voilà, ça c'est un peu l'historique de la notation, de comment on en est arrivé à tout ce système, comment il s'est imposé dans nos vies. Une fois de plus, hein, je vous l'ai dit, moi je n'aime pas ça, je ne l'utilise pas ou le moins possible. J'y suis malgré tout soumis comme tout un chacun, et il m'arrive de donner mon avis aussi quand on m'y enjoint. Voilà, par moments, j'ai mes moments de faiblesse, hein, c'est difficile de résister. Je ne sais plus s'il y a les calculs exacts, mais faites le compte hein, sur une seule journée, mais même si vous élargissez à une semaine selon vos activités, le nombre de fois où on va vous demander votre avis après avoir effectué une action. Par exemple, je parlais en dehors de la vidéo, mais en début de ce live, de France Travail. France Travail, dès qu'on a fait un échange, mais même la CAF, la CPM, etc., dès qu'on fait un échange de mails, une demande, etc., tout de suite, on va nous renvoyer un message un peu plus tard pour nous demander notre avis. Comment s'est passé cet échange? Est-ce que vous avez bien eu les réponses que vous voulez? Mais on a pareil avec les transports, on a pareil avec tout. Bref, c'est autant un moyen de mesurer la satisfaction, notre satisfaction, comme si on en était capable en réalité, alors que est-ce qu'on en est vraiment capable? Mais c'est aussi un moyen de contrôle et de coercition envers celles et ceux qui travaillent pour ces plateformes, parce que les notes ont aussi une conséquence. Yage nous dit la notation limite la curiosité, je suis entièrement d'accord. On verra que ce n'est pas que ça, mais effectivement, il y a aussi ça. Donc oui, ce que disait, c'est Yage disait, je suis persuadé que faire le tri et donner une note, c'est créer une norme du bon à pas bon. Oui, oui, c'est un peu... c'est une sorte de régulation sociale. C'est ce qu'ils essayaient de faire, de mettre en place. C'est le marketing, hein, ce qui a été mis en place, hein, même d'un point de vue psychologique. C'est ce qu'on pourrait appeler la preuve sociale, la fameuse social proof. C'est les fameuses likes sous les vidéos. Le fameux, on le sait, hein, par exemple, pour des vidéos YouTube, eh ben, à vidéo identique, contenu identique, quand tu fais une recherche sur YouTube, tu vas aller de toi-même cliquer sur la vidéo qui semble avoir le plus de vues parce que ton cerveau pense que s'il y a plus de vues, il y a plus de chances que la qualité soit meilleure. Sauf que, en réalité, ce n'est pas le cas puisque on sait bien que c'est juste un biais psychologique. Donc en fait, il y a énormément de biais et il y aura une partie de la vidéo qu'on va consacrer à ça, justement. Moi, je trouve que ce qui est le plus problématique, c'est quand on en vient à gamifier la notation, c'est-à-dire à mettre en place des mécanismes de récompense, de compétition, pour inciter les utilisateurs à donner leur avis, quoi. Il y a un côté faire tomber les barrières pour celles et ceux qui pourraient être contre, pas intéressés, etc. Donc voilà, faire avoir son rang qui évolue. Il y a plein de sites qui utilisent ça, etc. Donc c'est vraiment un moyen de favoriser l'engagement individuel, mais ça, pour moi, hein, ça transforme aussi le processus de notation où en fait le jeu, la gamification et donc le jeu, ou même l'émulation, ça prime sur la réflexion en réalité. Si ton but c'est d'être celui qui a mis le plus de notes parce que ça te fait monter dans celui qui est le plus actif sur un site, bah, t'es pas en train de... Ta réflexion elle est en train de tomber parce que ton but n'est plus d'avoir quelque chose d'assez honnête, mais t'es dans autre chose. T'es dans de la compétition, t'es dans de la fame. T'es dans toi, en fait. T'es tourné vers toi et pas vers partager envers la curiosité de qui. Ben, en fait, la curiosité de celles et ceux qui vont consulter, euh, de celles et ceux qui voient la note, évidemment. C'est quelque chose qui, certaines personnes, et je viens de le dire avec l'effet, le social proof, c'est important. Je vous donne un exemple auquel on a souvent discuté, mais qui revient systématiquement, et même avec des gens avec qui j'en ai discuté, avec qui j'ai pu amener la preuve par A plus B que
Le nombre d'abonnés sur les chaînes YouTube n'a aucune importance puisqu'il ne sert à rien, il ne dit rien concrètement. Et quand tu laisses les gens réfléchir, que tu leur demandes, salut Anne, euh, quand tu leur demandes aux gens de t'expliquer, celles et ceux qui défendent que mais si abonné ça veut dire quelque chose, tu leur montres des exemples, tu leur demandes une explication et in fine ils te disent bah oui en réalité ça n'a pas de valeur, ça ne veut rien dire. Eh ben même ces personnes-là qui finissent par admettre que ça ne veut rien dire, le nombre d'abonnés revient tout le temps, et c'est une social proof. On va te dire, quand on va parler d'une chaîne, on va te dire ah mais c'est une chaîne à X milliers d'abonnés, comme si ça voulait dire qu'elle était plus importante, qu'elle avait plus de valeur, que ce qu'elle disait était. Ça n'a rien à voir, puisque c'est une fois de plus, c'est que le contenu. Donc, euh, le social proof, c'est une forme de limitation, on le veuille ou non, ça ferme l'esprit. Et alors, pour les youtubeurs, c'est intéressant parce que c'est de la communication. Et pour celles et ceux qui vont utiliser leur nombre d'abonnés pour dire regardez comment on est important, c'est de la communication. Et ça marche puisqu'ils utilisent votre biais, les biais des gens qui regardent, pour se dire waouh, qu'est-ce que c'est important, alors qu'on voit qu'il y a plein de mécanismes qui agissent derrière et qui sont totalement, voilà, qui sont indépendants même des créateurs et des créatrices de contenu. Et voilà, c'est ça, c'est la social proof. Euh, de la même manière que une chaîne qui, par exemple, aujourd'hui a un certain nombre d'abonnés, mais qui par le passé a pu faire des concours, par exemple, où si tu voulais gagner un jeu, il fallait t'abonner à la chaîne. Certes, c'était il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, mais en tout cas, il a bénéficié d'un certain nombre d'abonnés qui ne se sont abonnés que pour ce concours, qui ne sont peut-être même jamais revenus sur la chaîne, et qui pourtant font partie de cette fameuse masse de gens qui donnent de la valeur à la chaîne. Donc bref, vous avez compris, le social proof, c'est quelque chose sur lequel il faut essayer de limiter son biais. Attention, hein, je m'inclus dedans, hein, je ne dis pas que moi-même, je ne suis pas parfois sensible, c'est logique, c'est un biais. Donc, notre cerveau, le but c'est de le contrecarrer, mais c'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et on en revient, c'est pour ça, pourquoi je parlais de social proof, on en revient à l'étude que je montrais tout à l'heure, où 92% des Français, ben, en fait, se basent sur les avis. Donc, quand vous allez acheter un produit, s'il a plus de notes positives et qu'il en a un nombre conséquent face à un autre objet, un autre produit qui a peut-être qu'une dizaine d'avis, bah, vous allez acheter celui avec le plus d'avis. Il n'a aucun sens parce qu'en réalité, ça ne vous dit rien sur la qualité intrinsèque des deux produits, quoi. Donc, ce qu'on peut résumer, c'est que la notation était d'une simple évaluation scolaire est devenue un puissant levier social et commercial aujourd'hui. On est passé en gros de la oui, voilà, pris dans un système, c'est ça. Passé, on est passé de la méritocratie et de la contrainte normative, on va dire comme ça, à une pratique routinière, j'ai envie de dire, et donc qui va conditionner notre accès à des jeux, par exemple, des services, ça influence forcément nos opinions, etc. En BGG, ils ont énormément de stats un peu partout. Comment ça fonctionne? Alors, je vais pas tout vous dire parce qu'en fait, j'essaie de me plonger dans les statistiques, dans plein de choses. Au début, je voulais faire plein de visuels. Puis après, je me suis dit, bon, on va faire simple. Peut-être que je me chaufferai, que je les rajouterai après coup. Bon, en gros, sur BGG, on peut noter un jeu de 1 à 10 et on peut retrouver deux scores sur BGG. T'as la note moyenne, en gros, qui est une moyenne arithmétique des notes, des votes. Et tu as la geek rating, un peu la note, on va dire, pondérée, qui détermine le classement. Il faut savoir que le geek rating, par exemple, c'est qu'à partir de 30 votes minimum. Ce qui veut dire que
Ça permet aussi de, bah, t'arrives pas avec ton jeu, t'as deux notes à 10, qui est toi et l'éditeur et et l'auteur, et tu te retrouves en haut du truc, quoi. Non, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour calculer donc cette fameuse note, ils utilisent une moyenne qui est dite bayésienne. Donc ils rajoutent en fait un grand nombre de notes fictives pour des notes fictives qui sont des notes moyennes de 5,5, pas de bêtises, pour ramener les jeux faiblement notés vers la moyenne générale. En gros, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est pour éviter qu'un très petit nombre de votes très positifs propulse un jeu en tête et garantit qu'un jeu très populaire soit aussi favorisé. En parallèle, BGG aussi applique des filtres anti-fraude pour lesquels j'ai pas trouvé d'infos. Donc si vous en avez, je suis très preneur. Pour écarter les votes manifestement orientés. Puisqu'on le sait, il peut y avoir des appels à notation. Typiquement, si une fois de plus je lance un KS et que je dis ah ce serait bien si tout le monde met des 10 sur mon jeu, on débloque un palier. Je crois que ça s'est pas trop fait, mais mais voilà, en gros l'effet c'est que un nouveau jeu qui est déjà bien accueilli descendra si ses premiers votants sont trop enthousiastes et remontera à mesure que les votes s'accumulent. Et ensuite, les classiques très notés par des vétérans restent bien classés grâce au lourd poids statistique des votes. Ça veut dire que, en théorie, une fois de plus, on peut pas trop influencer. En tout cas, c'est pas facile d'influencer le classement global, tu vois, par exemple, par un raid de notes. En tout cas, déjà, tant qu'il y a des centaines de votes. C'est ce qui fait la force. C'est-à-dire, plus il y aura de notes et plus on va avoir quelque chose de plus stable. Je dis pas que les notes sont réalistes, hein, je suis juste en train d'expliquer comment la notation fonctionne. Donc voilà. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'une note isolée est très diluée dans l'algorithme. Il n'y aura pas, par exemple, sur des sites où il n'y a pas de pondération. Le souci, c'est que la majorité des sites qui utilisent de la pondération, en fait, ne disent pas qu'elle est, pour des bonnes raisons, hein, mais n'expliquent pas c'est quoi la tambouille secrète derrière pour enlever ce qu'ils estiment être des notes qui n'ont pas leur place, qu'est-ce qu'ils rajoutent. C'est un peu le fameux truc des statistiques, là, le côté où on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça permet d'éviter la manipulation, mais bon, bref. Ezezig nous dit Sens Critique a le même genre de système. Oui, oui, on va voir qu'en fait, il y a que le monde du jeu, mais il n'y a pas que le monde du jeu qui est là-dessus. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant dans BGG, c'est qu'il y a des sous-classements. Il y a ce qu'on vient de voir, hein, le rank global, mais aussi les rangs par famille. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, par exemple, un jeu peut se retrouver dans le rank global pas très bien noté, en tout cas pas où il pourrait être, où il devrait être. Dans son sous-ensemble, euh, par exemple en jeu de stratégie, il peut être au contraire très bien noté. Puisque là, on est plus sur des notes de spécialistes, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des jeux qui peuvent être mieux classés dans un moi je dis rang que rang, je sais pas, dans un rang ou dans l'autre et inversement quoi. Donc ce qui montre aussi que selon comment tu classes ton truc, c'est pas du tout la même chose. Le classement BGG est du coup trop sensible à la popularité des jeux et moins représentatif de la qualité intrinsèque du jeu. Alors, en fait, aucune note ne peut représenter la qualité intrinsèque du jeu, selon moi. Voilà. Évidemment, il y a aussi la note de complexité. Alors ça, c'est un truc qu'on nous bassine régulièrement, qui va de 1 à 5 et qui est la fameuse... une sorte de sondage sur... on te demande en gros, on demande la perception des gens sur la complexité de la règle, la charge cognitive, est-ce qu'il y a plus de hasard, pas de hasard, etc. Est-ce que vraiment on a besoin de ça, savoir l'effort que va demander un jeu? Je ne sais pas. Bref.
Il n'y a pas que noter. Quand tu notes, il y a aussi, tu peux joindre un commentaire public. Les commentaires publics, normalement, devraient alimenter, en tout cas, euh, le côté qualité de la note qui est donnée, une explication sur la note qui est donnée. Évidemment, ça ne change pas le calcul arithmétique de la moyenne. Ça, pour l'instant, c'est pas, ça rentre pas dedans. Et on voit que c'est aussi un moyen de détecter les limites de tout ce système, quoi. On l'a déjà expliqué, mais il y a des gens qui notent, qui mettent des 1, des 10, uniquement parce que ils font leur collection de jeux. Donc voilà. Je vous le rappelle, si vous voyez marqué collection dans les commentaires, c'est pas des gens qui ont noté le jeu, c'est des gens qui font leur My Ludo sur BGG. Bref. Donc on voit déjà que ça, ça change un peu l'évaluation qu'on peut en faire d'une note. Il y a aussi des gens qui vont s'en servir, et on le verra après, pour comme moyen de d'exprimer leurs émotions. Et venir juste après. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme l'a dit Michael, la hotness, c'est différent de la qualité. C'est un baromètre des tendances. C'est aussi aux gens de ne pas surconsidérer les notes. Oui, mais on vient de voir que les études montrent que c'est pas le cas. Donc, d'où l'intérêt de faire cette vidéo pour essayer de peut-être faire prendre conscience à des gens, de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être aussi d'éviter de mettre toujours ça en avant quand ils parlent d'un jeu. Parce qu'en fait, une fois de plus, je l'ai déjà dit, hein, t'as beau expliquer les gens d'abonnement, par exemple, YouTube, mais t'as beau faire pareil sur les notes sur PGG ou sur d'autres sites, et les gens vont être d'accord avec toi pour dire oui, oui, ça veut rien dire, mais quand ils vont te parler du dernier jeu qu'ils ont joué, ils vont dire ah, mais pourtant c'est un 4, dernier film, on dit ah, c'est un 4,7, et pourtant il était très bien, quoi. Mais moi, je suis pas un robot, je ne suis pas capable de comprendre ce langage en binaire chiffré. Moi, il me faut de la discussion, de la croquette. Donc voilà, sur MyLudo, vous avez pareil des notes avec une moyenne et la moyenne pondérée. Donc vous avez une moyenne qui est une moyenne arithmétique avec le pourcentage lié à chaque note qui a été donnée, ainsi que la moyenne pondérée qui elle aussi applique comme BGG. Ce qui est marrant, c'est que les deux sont identiques. Là, pour le coup, je ne sais pas exactement comment fonctionne la moyenne pondérée. Je devais écrire à quelqu'un de chez MyLudo pour demander plus de renseignements. J'ai malheureusement pas eu le temps. Mais voilà, je pense que MyLudo et BGG sont les deux sites. Alors BGG, je pense que c'est le site le plus utilisé dans le monde pour ce qui s'agit des notes, et même utilisé en France. Mais je pense que MyLudo a aussi un peu d'impact en France. J'ai l'impression, en tout cas. Et effectivement, comme dit Michael, il y a sûrement un biais avec le public qui utilise ces, ces deux plateformes. Évidemment, c'est évident puisque ça va refléter des tendances, etc. Comme je l'avais dit, si on compare juste à l'époque où j'avais été voir sur Amazon, par exemple, Skyjo, où il y avait 65 000, quand j'avais été voir, il y avait plus de 65 000 commentaires, notes, là où le même jeu sur BGG était à quelques centaines. Donc aussi, hein, d'ailleurs j'en profite pour dire, sur MyLudo, vous avez aussi les tendances qui sont l'équivalent de la hotness. C'est un score qui combine les ajouts récents dans les ludothèques et les jeux les plus notés sur la période. Donc voilà, c'est plutôt un baromètre d'activité récente. Une fois de plus, on en revient, hein, c'est pas un jugement de qualité. C'est un peu ça qu'il faut enlever, c'est que toutes ces notes ne sont pas vraiment des baromètres enfin, des jugements sur la qualité. Évidemment, tout ça, on me parlait, ça a un impact. J'ai commencé d'ailleurs par ça au tout début de la vidéo. Bah, c'est que c'est un rôle économique maintenant, c'est une partie intégrante du marketing. C'est regardé par tout un chacun, même par des personnes qui vont dire que ça ne veut rien dire, mais
ils n'ont pas le choix de le regarder quand même. Et pourquoi je dis ça? Ben, comme on l'a dit, ça va influencer immédiatement la visibilité et les ventes des jeux. Un score élevé sur BGG, ben, ou Amazon ou autre, hein, d'ailleurs on peut parler, hein, comment Skyjo a été un peu est sorti du bois, ben, c'est que tout à coup il était numéro 1 sur Amazon alors que personne dans le monde du jeu, en boutique, n'en avait entendu parler. Donc c'est ça, hein, ça permet aussi, ça attire les curieux, ça inspire la confiance, ça crée donc un cercle vertueux. Et puis il y a le côté, un jeu bien noté, il est plus recherché, et donc il est plus vendu, etc. Il y a des études qui montrent que une différence d'une étoile, eh ben, c'est à peu près 95% de vente. C'est énorme. Je crois que c'était Amazon qui avait dit ça, mais en gros, un produit 3-4 étoiles va se vendre 3 fois plus vite qu'un produit une étoile. Et non seulement ça représente le maximum des ventes, mais il y a une accélération aussi sur les ventes. Donc, ça devient, on en revient à ça, hein. Si on vous demande de mettre des avis, qu'on vous y incite, qu'on met en place des systèmes de gamification et tout, c'est parce qu'il y a un intérêt économique derrière, évidemment, hein. C'est pas parce qu'on se dit, ce serait sympa que tout le monde donne son avis. C'est qu'il y a du pognon à se faire. Il y a un site qui s'appelle Bazaar Voice, d'ailleurs, qui souligne que l'affichage d'avis positifs augmente de 62% le chiffre d'affaires par visiteur. Donc, on est vraiment... les avis positifs peuvent avoir un vrai impact. Et à contrario, une seule étoile en moins sur la note moyenne faire perdre environ 9% de revenus pour les vendeurs. Donc, de la notation, ça va se traduire très concrètement par du trafic accru, de meilleures conversions et une réputation renforcée. C'est pas pour rien que beaucoup de sites sont mis. C'est pas pour rien qu'on avait ça déjà depuis très longtemps dans plein de domaines culturels notamment. Ça fait partie aussi du système, et d'ailleurs on le voit, hein, il y a Jérôme Commandeur, il en fait souvent dans ses sketchs pour se moquer de quelque chose qui est nul. Il fait, mais ça, c'est 3 étoiles dans Télérama. Oui, c'est une pièce formidable que nous a écrit Marc Mercadier. Non, Marc Mercadier. Marc, son neveu. C'est l'histoire d'un pépé qui fait des proutes à chaque fois qu'il raconte une histoire de cul, c'est truculent. D'ailleurs, ça trucule plusieurs fois dans la pièce. Oui. C'est 3 étoiles dans Télérama assuré, ce sera mis en scène par Guy Guibert. Et donc forcément, pour les éditeurs, les boutiques de jeux, cette réalité, elle est stratégique en fait maintenant. Je pense que les boutiques qui vendent en ligne et qui ont mis en place un système de notation, un système d'avis, je pense que ça leur apporte beaucoup plus de ventes que s'ils ne l'ont pas fait. Alors j'avoue, j'ai pas fait le tour de toutes les boutiques en ligne, mais bon. Ce qui amène aussi, à quel point on peut faire confiance à ces sites qui mettent des avis, puisqu'on sait qu'il y a des systèmes de détournement, de manipulation, du botting, des gens payés pour mettre des avis. Il n'y a pas longtemps, on a encore eu un scandale à ce sujet. On a vu ça aussi avec Twitch. Twitch vient de faire un peu de nettoyage. Il y a eu, je sais plus, c'est un gros pourcentage, je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quelque chose comme presque 20%, si je dis peut-être pas de bêtises, de nettoyage dans les gens qui regardaient. Là, je parle même pas des followers, mais dans les gens qui regardaient les vidéos, donc les gens en stream. Peut-être pour ça qu'on fait plus de vues, hein. Moi, je croyais que c'est parce qu'on n'intéressait plus personne. C'est juste qu'on avait beaucoup trop de bots. Mais oui, ils ont fait un nettoyage là-dessus et ça a viré énormément de bots, donc de faux comptes qui regardaient les vidéos. Ça n'a pas amené à des sanctions envers les créateurs de contenu en live. Pour une bonne raison, c'est que c'était difficile de déterminer si c'était des bots assumés, c'est-à-dire payés par la chaîne, ou si c'était juste des bots comme ça, quoi, payés par d'autres, ou on sait qu'il y a des bots qui font avoir un comportement un peu random, qui vont regarder d'autres chaînes, par exemple, uniquement pour pas se faire repérer. Ils ont été payés pour regarder une chaîne en particulier, pour éviter qu'il y ait un comportement trop détectable. En tout cas, a priori, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a pareil sur les avis, etc. Donc, on sait qu'il y a des éditeurs qui vont surveiller activement les retours sur BGG, qui ajustent leur tirage,
focalisation ou qui vont lancer des campagnes de communication quand un jeu souffre de mauvaise presse. Et inversement, quand tu es haut dans le classement BGG, eh ben, ça va être souvent mis en avant dans la promotion d'un jeu. C'est un gage de qualité aux yeux des amateurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus souvent maintenant aussi sur les fiches des jeux ou même des fois sur les boîtes. Hein. On va avoir des notations, des prix qui parfois ne sont pas des prix de la profession, qui vont être des prix connus par le public un peu affûté de passionnés et qui n'est pas connu par le grand public, mais ça va rajouter, pareil, un prisme dessus. On revient au social proof. Hein. Euh, Seven Wonders, très longtemps, a été noté, vendu comme étant le jeu le plus primé au monde, et je crois que c'était même marqué sur la boîte. Voilà, on est clairement dans du social proof, c'est-à-dire, faites confiance, si tout le monde l'a primé, c'est que c'est un bon jeu, quoi. Quand bien même il ne te correspond pas. Donc, ce qui m'amène à petite chose, je vais remettre mes lunettes pour les oreilles. J'ai donc posé la question à deux acteurs du monde du jeu pour avoir un petit retour. On va donc regarder ça ensemble. Bonjour Alain de l'éditeur Blue Cocker, l'éditeur Salut. toulousain. Quelques petites questions au sujet des notations, notamment des notes sur Board Game Geek, qui est un des sites référence, j'ai envie de dire mondial, j'ai l'impression. Est-ce que toi tu prends en compte, est-ce que déjà tu prends en compte ces notes-là sur BGG? Malheureusement, c'est pas moi qui décide s'il faut les prendre en compte ou pas. C'est le fait que, il me semble, j'ai pas fait d'études dessus, mais il me semble que pas mal de gens les prennent en compte assez sérieusement. Par exemple, si je fais un rapide sondage auprès de potes qui ont un compte BGG, ils te disent ouais, moi, les notes, s'il y a un jeu qui a plus de 8, forcément, ça veut dire quelque chose. Alors, du coup, tu es obligé de les prendre en compte, même si, en fait, ça ne veut pas dire quelque chose. Parce que j'ai fait d'autres, là j'ai cherché un peu et j'ai regardé et discuté avec des gens de BGG et que tu leur demandes comment et pourquoi ils notent. Il y a tout et n'importe quoi, mais vraiment. Il y a le mec qui note, lui, qui a décidé qu'il notait sa collection et qu'il préfère le faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que pour lui, les 1, c'est ses meilleurs jeux. Bon, alors tu sens bien que du coup, la moyenne, c'est moins bien. Tu as aussi le phénomène depuis quelques années où quand tu as un KS ou même autre chose maintenant, les gens, s'ils voient des 10, ils mettent des 1. Parce que voilà, ils s'estiment régulateurs de la moyenne ou investis d'être chevalier de la moyenne. Que voilà, ou des gens qui notent, tu sais pas pourquoi. Là, par exemple, les derniers droïdes, j'ai alors je sais plus si c'est un Ukrainien ou un Estonien, je crois, qui a mis une note. Ouais, il a mis un 5. Alors, il peut très bien mettre un 5. Sauf que le jeu, tout ce qu'il en a vu a priori sur BGG, c'est des photos et les règles. Bon, est-ce que ça suffit pour noter un jeu? Selon moi, non. Tu vois, moi, les rares jeux que j'ai notés, j'y ai joué. Après, enfin, les gens, ils font bien ce qu'ils veulent, si tu veux. Sauf que si on doit prendre en compte une note comme étant une moyenne qui veut dire quelque chose, il faut qu'elle dise la même chose à tout le monde. Sinon, ça n'a pas de sens. Et en fait, les gens y accordent de l'importance, mais derrière, ils notent n'importe comment. Et des fois, c'est même les mêmes hein, qui font ça. Donc, donc, ça veut pas dire grand-chose en fait. Un jeu qui aura, si tu vas aux extrêmes bas, un jeu qui aura que des 1, probablement, il y a un problème. Tu vois, mais il y en a très peu. Il y en a quasi jamais, quoi. Tu regardes, je sais plus combien il y a de jeux notés maintenant, mais c'est en dizaines de milliers. Hein. Oui. Et puis tu as aussi le fait que un jeu récent, les notes ont beaucoup plus d'importance que d'autres. Donc,
Moi, du coup, face à cette incohérence, ben, j'ai plus de scrupules. Par exemple, tous mes jeux, quand je les mets dans la base, je mets un 10. Parce que tu peux pas. Enfin, c'est mieux, quoi. Alors, c'est pas éthiquement, c'est pas bien, si tu veux, tu vois. Même si je pense que mes jeux, ils méritent des 10. Hein. Mais bon, quand même, c'est pas à moi de les noter, quoi. Bien que les gens, ils peuvent quand même voir. Mon profil est totalement ouvert, donc ils voient qui c'est qui note. Hein, mais quand même, ça influe sur la moyenne. Donc, pareil, là, il va y avoir Essen bientôt. Donc, il y a la preview list sur BGG. Et ben, si tu mets des likes, tu montes dans la preview. Peut-être tu seras même dans la hotness. Ça a une influence réelle. Surtout sur Essen, où il va y avoir plein de gens étrangers qui vont venir et qui vont acheter en fonction de ça, pas mal. Donc oui, ça a une influence. Cette influence est injustifiée. Mais voilà, c'est la réalité, malheureusement. Il faut en tenir compte. Et toi, t'as déjà vu un impact sur des ventes ou justement des contrats qui passeraient sous le nez à cause de ça? Ou t'as jamais Non, constaté pas des contrats qui te passeraient sous le nez quand même. Les éditeurs qui veulent localiser un jeu ou comme ça, ils vont y jouer, ils vont regarder. Euh, ce qu'ils vont aller vous influencer, c'est non, je pense pas qu'ils vont passer à côté d'un jeu parce qu'il n'a pas la bonne moyenne sur BGG, quoi. Peut-être si il y a un jeu qui arrive et qui a un 9 et quelques de moyenne sur une centaine de notes et qu'ils l'avaient pas vu, ils vont se dire ah merde, je vais regarder quand même. Tu vois, dans ce sens-là, dans le sens positif. Dans le sens négatif, non pas tellement. Après, sur les ventes, oui, je te dis, moi. D'ailleurs, sur les derniers droïdes, bientôt on va faire un post en disant hey, venez mettre un like sur la preview list BGG parce que ça va nous faire des ventes à SN, quoi. Les ventes sur les salons, oui, ça va influencer. Mais enfin, les ventes sur les salons, tu sais, maintenant, à part SN, bon, oui. il n'y en a pas beaucoup. Donc oui, ça a une influence. En fait, tout a une influence. Hein. C'est sûr que la moindre parcelle de com que tu fais peut avoir une influence positive. Après, il faut voir le rapport de l'énergie et des sous engagés par rapport à ce que ça va te faire gagner. Mais oui, ça a clairement une influence. Voilà, après, moi je rêverais d'un site, ou même de BGG, hein, où il y ait des gens qui ont un profil qu'on a pu étudier, un peu comme tu fais confiance, tu sais, à 50 millions de consommateurs, par exemple, pour te dire, parce que c'est des gens qui bossent, qui ont travaillé, qui ont une bonne image, peut-être à tort, hein, d'ailleurs, parce que moi, je sais pas vraiment ce qu'ils font, mais ils ont une bonne image. Et ils vont te noter des produits, des trucs, selon des critères, ils ont fait des tests. Eh ben, il y aurait une centaine de personnes dans le monde qui feraient ça pour les jeux, auquel, comme un peu comme un critique de cinéma, tu sais, où tu vas dire, lui, il a plutôt mes goûts, parce que ça reste quand même subjectif, même si quand tu fais un travail de critique, tu essaies d'apporter des éléments objectifs. Là, leur note serait peut-être plus... voudrait plus dire quelque chose. Après, ça a des biais aussi, hein, ça veut dire que tu donnes un pouvoir énorme à une centaine de personnes. Et est-ce que c'est toujours bien? Ça, je ne sais pas. Ah, ce sera peut-être la conclusion. Un grand Oui. pouvoir implique. Implique de grandes responsabilités, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Spider-Man, si tu nous écoutes. Merci beaucoup. De rien. Donc voilà, c'était Monsieur de Blue Cocker, donc éditeur, pour avoir un peu son regard là-dessus. Et j'ai aussi demandé du coup à Jules Messot, donc auteur entre autres d'Acropolis, qui est connu. Voilà, j'ai posé quelques questions aussi pour avoir le regard d'un auteur là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant, pareil, hein, je vais vous mettre. Oui, j'aime bien regarder les notes de mes jeux. Je vais souvent sur BGG. Maintenant, c'est vrai qu'il y a MyLudo aussi et je commence à y aller aussi. Et c'est cool, tu vois.
Bah, c'est hyper varié. Ça va de 1 à 10, hein. T'as vraiment des gens qui disent j'ai détesté ça, je comprends pas pourquoi il y a une aussi bonne moyenne et qui te balancent un 1 pour montrer leur désaccord. Il y a des 10, ben là t'es un peu plus content. Ça reste très rare, mais tu sens que t'as vraiment touché la personne qui a joué à ce jeu et c'est le but des jeux concrets, je crois, que ça puisse faire plaisir à d'autres personnes que nous. Je pense qu'un jeu, on est le premier fan quand on commence à le mettre en place. Et après, quand on se rend compte que, ben ouais, en fait, il n'y a pas que nous que ça intéresse, il y a d'autres personnes qui ont su y trouver quelque chose, peut-être même pas la même chose, hein, mais ça a su leur amener quelque chose de fort au point qu'ils mettent un 10, ben oui, ça compte beaucoup et ça motive. Ça motive ça donne, pas à continuer, mais ça fait partie des petites satisfactions, parce qu'on a besoin c'est dur d'avoir confiance en son travail, donc on a besoin de plein de petits repères comme ça, de petits marqueurs pour avoir de l'énergie pour avancer. Donc ouais, ça c'est intéressant. Et puis après il y a le jeu de voir la moyenne monter, descendre, de se dire ça donne des indicateurs parce qu'on sait pas trop la vie d'un jeu une fois qu'il est fini, une fois qu'on bosse plus dessus. On peut demander aux boutiques comment ça se passe chez elles, mais c'est sûr que oui, les moyennes des notes des jeux, ça permet un peu de voir la réception du public. Non, je le prends pas du tout en compte dans mon travail de création. Comment je pourrais le prendre en compte? En étant influencé par les commentaires, en me disant on me dit qu'il n'y a pas assez d'interaction, donc je devrais mettre plus d'interaction dans mes jeux. Je pense que je m'en fiche complètement. Je pense que le plus important dans la création, c'est de comprendre quel propos tu as envie de mettre en place, quelle expérience tu veux développer et d'aller à fond là-dedans. Le but, c'est que ce soit aussi riche qu'une démarche personnelle. C'est ça qui va avoir de la chaleur, de l'intérêt quand ensuite des gens vont découvrir ce jeu. Si tu fais un jeu pour que ça ressemble à ce que tout le monde attende, bah je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit froid et que ça ressemble à personne. Et donc en fait que ça plaise à personne. C'est Antonin qui me disait qu'il préférait un jeu qui est des grandes qualités mais des grands défauts plutôt qu'un jeu qui a ni qualité ni défaut parce que on s'en fout complètement. Et c'est vrai que ouais, ce qu'on apprécie souvent, c'est de découvrir un peu de surprise et on peut excuser beaucoup de choses à un jeu qui nous apporte plein de qualités. Donc ouais, j'ai pas l'impression que ça puisse influencer mon travail de création du tout. J'ai pas d'avis critique sur le système de notation. Oui, je trouve ça assez froid parce que c'est juste une note qui est balancée. Mais encore souvent sur BGG, MyLudo, t'as aussi des commentaires qui peuvent aller avec la note. C'est vachement plus intéressant parce que ce soit construit ou pas construit, un commentaire c'est déjà un peu plus d'indication que juste une note. Et moi je crois que je mets jamais de notes sur les jeux auxquels je joue. Pourquoi? Parce que je m'en fiche de le partager. C'est vrai que ça correspond pas du tout à ma culture de noter régulièrement. Alors que ouais, j'aime vraiment lire les notes et commentaires des gens qui ont joué. J'ai l'impression que c'est un reflet de la moyenne de ce que ressentent les gens, et en fait, ça se trouve pas du tout. C'est peut-être juste un reflet des gens qui adorent les systèmes de notation, et c'est peut-être très 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 infime, parce qu'effectivement, moi, j'y penserai, enfin ouais, je pense pas à noter ça. Oui, ça me touche. Euh, Quand je vois un 1, c'est pas du tout neutre, même si très vite, je me dis que c'est souvent pas la même démarche que quelqu'un qui va mettre un 5, 6, 7, où là c'est des notes plus mesurées. Un 1, tu sens qu'il y a un geste très volontaire et un peu déséquilibré avec le reste. Mais ça me touche, je vais y réfléchir. Je pense pas que je pense pas que ça me plombe. Je pense que ça me porte un peu. Euh, Sûrement que oui, je retiens surtout les notes positives en me disant que j'ai quand même atteint un truc en réussissant à intéresser des gens. Et voilà, merci à Jules
qui a répondu à mes quelques questions. Donc, le son était un peu brinque-ballon, puisqu'on a enregistré ça, il a enregistré ça gentiment samedi, lors de la journée. J'en ai parlé pendant le live avant cette vidéo, mais lors de la journée chez Subverti, l'éditeur Subverti, dans lequel on a joué, pour ma part, 18 ou 19 prototypes pour préparer la sélection du jeu pour le prochain Alchimie des jeux. Et donc, bravo Joanne Dufour, son proto a été sélectionné. Et pareil, Jules disait que ça pouvait le toucher sur des notes. Et j'ai vu Joanne aussi plein d'émotions quand l'annonce, après la délibération des jurés, donc des gens de l'Alchimie du jeu et Johan Borkol de Subverti, après une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, je dirais, ont délibéré sur tous les jeux, suite à nos retours de tous les gens de la journée. Voilà. Il était très heureux, très touché, parce que c'est vrai que là aussi, tu as une sélection, mais parmi plein d'autres protos qui n'ont pas démérité, quoi. Donc voilà. J'espère que cette petite interlude vous a intéressé. Je me suis dit que c'était bien d'avoir aussi des avis de gens directement, finalement, concernés par ces notes. On voit qu'il y a un poids quand même psychologique, un poids social sur les avis en ligne. On parlait tout à l'heure un peu de dilemme. On peut parler, moi je laisse sous-entendre toujours l'éthique qu'il y a dessus. Et c'était intéressant qu'il aborde le pourquoi on poste ou pourquoi on ne poste pas. J'aimais bien ce côté-là. Lui, il a parlé d'entraide, par exemple, de donner son avis. Moi, j'y vois aussi parfois une punition morale que certains peuvent avoir, aussi bien positive que négative, hein, où on peut trouver aussi une espèce de spirale du silence, et on dit toujours cette fameuse majorité silencieuse qui ne s'exprime pas, tout en lui donnant une expression, alors qu'en réalité elle ne s'exprime pas, donc on ne sait pas ce qu'elle pense, mais ça me fait toujours un peu marrer quand on dit ça. Ceux qui s'expriment sont ceux qui pensent ça, et les autres qui ne s'expriment pas sont plus nombreux et ils pensent différemment. On n'en sait rien en réalité. Bref. Alors, je disais punition morale parce qu'en fait, il y a un article qui est paru sur Le Monde. Je crois que je l'ai mis un peu plus bas. Il y en a un sur Le Point, mais je ne sais plus où est. L'article du Monde aussi. J'essaie de vous le retrouver. De toute façon, je vous le rajouterai après dans la vidéo. Là, il y a un article du Point, justement, puisqu'on était sur cette fameuse majorité silencieuse. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont essayé de déterminer justement cette fameuse majorité silencieuse. Et ils ont... vous avez toutes les références dans l'article. Mais en gros, 3% des comptes produisent 33% du contenu. Qui est énorme en réalité. Donc c'est Jay Van Bavel, hein, qui est professeur de psychologie à l'université de New York et qui est auteur de plusieurs analyses sur le sujet, et qui dit 90% des opinions politiques de la population sont représentées par moins de 3% des tweets en ligne. Donc lui, il s'est basé sur le réseau social Twitter, X actuellement. Donc ils ont analysé des milliers de comptes et de messages sur différentes plateformes pour arriver et répondre à cette question. Et donc, 3% des comptes actifs sont toxiques, et ils produisent à eux seuls 33% de l'ensemble du contenu. Et de plus, 74% de tous les conflits en ligne naissent dans seulement 1% des communautés, et 0,1% des utilisateurs partagent 80% des fake news. Pourquoi je dis ça? C'est parce que très souvent, on entend la dernière polémique en se basant sur ce qui s'est dit sur Facebook, par exemple.
à l'heure, avant cette vidéo, on a parlé de l'affiche de Cannes qui avait été annoncée ce matin et qui a été retirée quelques 2 heures après, il me semble, 1h30, 2 heures après, suite justement à un début de polémique. Et donc ça montre bien ça. C'est que souvent on se sert de ce qui se passe sur les réseaux comme d'un thermomètre, alors que tout nous indique que ce n'est pas du tout représentatif finalement de grand-chose, quoi. Si ce n'est de un petit pourcentage de gens très toxiques. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, ça on peut le déterminer. Les motivations. Donc c'est sanctionner aussi un comportement perçu comme déviant pour protéger le collectif, même quand cela coûte personnellement, donc du temps, du tracas. Ça, c'est la psychologie économique qui explique ça. C'est ce qu'on peut retenir, c'est ce qu'on appelle quand tu punis les tricheurs. Ça permet d'avoir une meilleure coopération, notamment au travail, on voit ça. Comment dire, c'est ce qu'on voit aussi dans les études. On veut que, pour que le système fonctionne, il faut qu'il n'y ait pas de comportement négatif envers le système. C'est ce qu'on a vu avec BGG, avec les correctifs qu'ils essayent de mettre en place sur la notation. Et c'est pour ça que ça explique le fameux comportement qu'on a vu tout à l'heure de quelqu'un qui va mettre 1 sur 5 ou 1 sur 10 pour en fait rétablir l'ordre naturel des choses. Donc c'est ça la punition morale. Il y a d'autres, beaucoup de gens, donc les fameuses personnes qui ne s'expriment pas, qui peuvent s'abstenir aussi par peur sociale, parce qu'en fait, peur sociale de s'exposer, hein, tu te mets toi-même, tu apparais en ligne, et donc on le voit que tu peux avoir des réponses à tes critiques, tu peux te faire donc attaquer, soit par une personne, soit par plusieurs, face à un consensus, par exemple, qui détermine que ta note ou ton commentaire n'est pas bien vu. Et on voit aussi que c'est des choses qui peuvent se retrouver partagées, notamment sans même masquer le nom de la personne qui a fait le commentaire, et va se retrouver mis en avant. Alors, par un compte populaire, ça va encore avoir plus de dégâts. Et on sait très bien, et on l'a déjà vu, ce mécanisme, que quand bien même tu masques le nom de la personne, les gens vont chercher à savoir qui, retrouver l'endroit et eux-mêmes s'occuper de démasquer et de jeter cette personne en pâture. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve et qui empêche peut-être des gens de s'exprimer. C'est une des explications. Et puis il y a aussi ce que j'ai appelé la spirale du silence, ou ce que d'autres appellent la spirale du silence, qui est en fait l'autocensure sur les sujets controversés. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Alors on le voit par exemple dans certains médias ou certaines personnalités qui ne vont pas s'exprimer publiquement, qui ne vont pas traiter certains sujets, mais on le voit aussi dans les commentaires. Tu sens que quand c'est certains sujets qui sont traités, ils vont éviter d'aller commenter à ce moment-là, d'intervenir dans la conversation, là où pour d'autres sujets plus neutres ou moins impactants, ils n'hésiteront pas à y aller. Ce qui amène quelque chose qui moi, me tient à cœur, parce que je l'ai remarqué très souvent, aussi bien parce que j'y ai été confronté que parce que je pense que c'est quelque chose d'assez négatif, qui est la modération totale. Je pense que modérer des personnes qui dépassent les limites, qui mettent, c'est-à-dire les limites de la loi évidemment, ça me semble tout à fait normal et cohérent. Et moi, pour avoir partagé plusieurs fois des vidéos sur des communautés, notamment sur Facebook, entre autres, eh ben, il y a le post est supprimé au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que, en préventive, parce qu'on ne veut pas que ça génère trop de travail. Et attention, je ne suis pas en train de critiquer, de dire faut pas prendre ça en compte. Soit parce qu'il y a des débordements, c'est-à-dire que, on l'a vu, ceux qui s'expriment le plus, même s'ils sont minoritaires, les 3%, vont avoir un impact, 33% du contenu, donc c'est énorme, donc un tiers des conversations, et peut-être plus sur certains sujets, vont donc être un peu délétères. Et donc on voit que au bout d'un moment, on coupe les commentaires, voire on supprime le post, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Pourquoi je dis que c'est négatif? Parce que
à mon sens, par exemple, sur la chaîne, nous, on pratique la modération. Ça nous arrive soit de faire un petit rappel à l'oral quand c'est un léger débordement, soit de shadowban quelqu'un parce qu'on considère que ses propos n'ont pas été corrects ou qu'à un moment, il y a un abus. À ce moment-là, ben, voilà, on n'est pas là pour nuire, en fait, à l'ambiance générale. Parce que moi, c'est ça qui est important. Et je pense que les gens qui suppriment complètement le post, en fait, laissent gagner ceux qui sont véhéments, ceux qui font des débordements. Parce que du coup, plus personne, celles et ceux qui arrivaient à s'exprimer de manière correcte, qui apportaient de l'eau au moulin, de la réflexion, voire même qui portaient comment dire, une parole, se retrouvent eux-mêmes de fait sanctionnés, puisqu'ils ne peuvent plus s'exprimer, puisque le post a été supprimé à cause des gens qui étaient très véhéments et attaquants. C'est pour ça que moi, je ne supprime pas les commentaires sous les vidéos. Je préfère, alors certes, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, mais je préfère que les gens qui veulent s'exprimer peuvent s'exprimer, tant qu'ils restent dans un cadre cohérent et correct. Et surtout, ça laisse la parole aussi à tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est négatif. Et j'ai remarqué que très souvent, c'est ce qui se passe. Et du coup, ça prive la parole à tout le monde, en fait, à tous ceux qui s'exprimaient correctement. Et parfois, comme ce sont des sujets sensibles de société, en fait, c'est ça qui est sanctionné. C'est le sujet de société qu'on invisibilise une fois de plus. Et qu'en fait, ceux qui ne voulaient pas qu'on parle de ce sujet, ils se font souvent les plus virulents d'ailleurs, ils sont eux souvent les plus impactants, ben, ils gagnent en fait. Ils arrivent à faire en sorte qu'on ne parle plus de ces sujets. Voilà, ça c'était mon point de vue. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut résister. Alors ça demande de l'énergie, ça demande du temps. On n'a pas tous envie de faire dessus. Et ça, je respecte le fait que, salut Laurent, que la modération s'applique différemment. Malgré tout, je voulais mettre ça en avant pour que peut-être ces personnes un jour tombent sur cette vidéo, qu'ils y réfléchissent et qu'ils se disent que ils ont aussi un rôle à jouer en réalité. C'est important. Et donc, voilà. On fait attention à Franck, évidemment. Franck est sur la sellette, vous le savez, évidemment. L'autre point, donc ça, c'est comment les gens qui s'expriment. Je trouvais que ça faisait un lien très bien avec l'interview de Jules qui m'a donné cette idée. Mais après, je voulais revenir sur les plateformes et ce que ça fait à notre jugement. On parlait des biais tout à l'heure. Donc le social proof, on pourrait dire la preuve sociale ou l'influence sociale, des inhibitions, évidemment, on connaît tout ça, et aussi la contagion morale, qui est aussi quelque chose de très important. Il y a le fameux biais donc de conformité, c'est quelque chose qui a été, il y a plusieurs expériences qui ont été faites sur ce sujet, notamment sur des grandes échelles. Ils ont montré qu'une première évaluation visible infléchit toutes les suivantes. Donc un +1 initial, en tout cas une bonne note, entraîne un effet d'entraînement positif et durable. On l'a déjà vu, vous avez la chaîne La Fouloscopie, qui explique très bien, d'ailleurs le bouquin est très bien là-dessus, notamment sur l'effet l'évaluation des musiques des chansons. Est-ce que les chansons qui vont être les tubes le sont parce qu'elles sont des bonnes chansons ou parce qu'il y a quelqu'un ou parce qu'il y a eu un effet d'entraînement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est retrouvé puisqu'on parlait tout à l'heure des abus. Autre plateforme, aussi bien Twitch, il y a aussi Spotify, si je dis pas de bêtises, qui a été un peu épinglé sur ce sujet où beaucoup d'artistes et donc beaucoup de gros Twitchers sont connus pour utiliser ça, l'achat de fameux bots ou de vues et pareil d'écoute sur les plateformes de Spotify vient à ça, c'est-à-dire si la chanson est déjà bien écoutée, s'il y a beaucoup de viewers sur une vidéo, elle sera mise en avant et puis on aura envie d'aller voir quelqu'un qui a 100 000 viewers que quelqu'un qui en a 10, quand bien même il parle du même jeu, quand bien même celui qui en a 10 est peut-être meilleur que celui qui en a beaucoup, mais la preuve sociale, le biais de conformité fait que on va suivre ça. Donc, il faut comprendre que la première impression qui est visible pèse dans nos jugements. Donc ça, on n'y échappe pas, c'est quelque chose, il faut
faire très attention. La désinhibition en ligne, on le sait, hein, le cadre numérique, ça lève tous nos freins. Hein. Vous le savez, j'ai déjà plusieurs fois utilisé la fameuse métaphore du dessin animé de Disney, avec Dingo qui, quand il est piéton, est tout à fait monsieur tout le monde, normal, gentil, et qui, une fois derrière le volant de sa voiture, devient Mr. Hyde, agressif, violent. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est derrière son écran? Souvent, on dit oui, c'est quoi les mécanismes derrière? En fait, il y a le pseudonymat ou une sensation d'anonymat, le fait d'être invisible, on ne voit pas, on ne sait pas qui on est. Ça aussi, ça permet de faire des choses. Et il y a l'asynchronicité, le fait qu'il y a un décalage entre le moment où on exprime quelque chose et le moment où on le reçoit. C'est une impression aussi de parler à personne. Là, typiquement, j'ai l'impression de parler à personne. Je suis seul face au néant abyssal. Mais on me voit. Donc, peut-être que ça m'inhibe un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de fiellage. Mais attention, tout peut arriver. C'est quelque chose que John Suller appelle le Online Disinhibition Effect. Merci Fringe. Donc voilà, on s'exprime plus crûment, parfois plus généreusement, souvent plus agressivement, en face à face. On l'a tous constaté, on y a tous été soumis parfois. Hein. Moi, je sais que j'ai souvent expliqué que, avant de me retirer des réseaux, maintenant, comme je l'ai déjà dit, hein, les seuls réseaux, c'est que pour Punchboard, et j'y suis pas en tant que... voilà, la page sur Facebook, moi, elle a 0 amis, 0 post, pas pour poster les vidéos de Punchboard sur les communautés, et pareil sur les autres réseaux. Mais à une époque où j'étais, à l'époque de l'UDEMA, où j'étais très très présent sur les réseaux sociaux, peut-être trop présent, trop actif, j'avais une tendance à y être beaucoup. Je sais que très souvent, j'écrivais ce que j'avais à dire, et ensuite je le supprimais. J'avais besoin de l'écrire pour le faire sortir, mais je le diffusais pas. Et voilà. Et heureusement d'ailleurs, pour éviter justement d'avoir ce manque de recul, cette émotion qui nous enjoue. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est que quand on arrive sur les commentaires notamment des avis, des notations, etc., eh ben en fait, on peut, avec cette désinhibition, avoir des commentaires beaucoup plus tranchés. Faire de l'ironie un peu cinglante, qui va en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, se comporter avec le silence de ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette arène. Quoi. La contagion morale, ou de l'indignation morale, c'est aussi les travaux de Brady, en tout cas je crois que c'est Brady. Hein. Je me rappelle moi de ces travaux, c'est que les messages sont moraux, les messages émotionnels, donc tout ce qui va être l'indignation, le dégoût, la colère, etc., ça circule davantage sur les réseaux. Et en fait, le design même des plateformes est fait pour amplifier ces expressions au fil du temps. Et donc, si on applique ça aux avis, eh ben, la justification, ce qu'on disait tout à l'heure, la justification morale d'un 1 sur 5 ou d'un 5 sur 5 ou d'un C sur 10 BGG, par exemple, bah, ça va se propager mieux que les appréciations neutres. Forcément, ça va être plus impactant. On a aussi pourquoi le négatif domine notre perception, le fameux biais de négativité. En fait, c'est quelque chose qui a été démontré, c'est que les expériences et les feedbacks défavorables, ça pèse davantage sur notre mémoire et nos décisions. Bon, ça, c'est quelque chose d'anthropique. Hein. Donc, un seul commentaire très dur peut éclipser des dizaines d'évaluations tièdes ou positives. On le sait, ça fonctionne aussi bien. Il y a beaucoup de youtubeurs ou de créateurs de contenu qui vont dire que avoir lu un mauvais commentaire, tout à l'heure, hein, ce que disait Jules dans l'interview, voilà, qui vont dire avoir lu un seul mauvais commentaire, ça peut leur plomber leur journée et leur faire oublier tous les bons commentaires, etc. Bon, ça, on l'entend souvent, mais on oublie que ça marche dans les deux sens. En fait, il y a les gens qui lisent les commentaires aussi, les gens qui sont soumis, et donc ça radicalise aussi nos jugements. Ça nourrit la surpondération et les avertissements qu'on pourrait se mettre soi-même. On l'a vu tout à l'heure, une première note, ça va enclencher
Ça va nous donner déjà une lecture, quelque chose de « Ah ok, c'est pas bon. Ah ok, c'est très bon. » Et rien que ça va changer notre regard, notre perception. Et d'ailleurs, on a, alors je sais plus comment ça s'appelle, dans le biais de négativité, on a aussi quelque chose qui pourrait contrebalancer un peu, je dis bien un peu, ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. C'est-à-dire, et vous allez vite comprendre parce que vous, et là je prends vous, pas forcément vous dans le chat, mais en tout cas vous en vidéo, c'est très souvent quelque chose qu'on entend aussi dans les retours, dans les commentaires sur les youtubeurs notamment, et sur les médias ludiques en général. Vous savez, c'est ce fameux ils disent que du bien des jeux, et puis tu as de temps en temps toujours quelqu'un qui dit « Ah mais lui ou elle », en réalité, tous les noms vont ressortir à un moment ou à un autre par quelqu'un. Des fois, il dit des choses négatives sur un jeu, donc voilà, il est critique. Le biais de négativité fait que beaucoup de gens pensent que, comme c'est un commentaire négatif, un avis négatif qui est donné, il serait plus vrai, il serait plus réaliste, plus informatif qu'une review, par exemple, ou qu'une critique positive. On est d'accord que c'est totalement absurde, ça n'a pas de sens, puisque c'est la qualité intrinsèque de la critique ou de l'avis qui est important, et pas s'il est connoté plutôt négativement ou plutôt positivement. Mais ce biais de négativité fait aussi que, une fois de plus, c'est ce côté-là qui va être plus retenu par les gens qui l'écoutent, plus impacté. Ce qui m'amène à vous dire, et vous savez, j'ai déjà dit pour plusieurs fois, mais ne confondons pas, je me mets dedans, hein, comme ça, pas de souci. Il ne faut pas confondre émotion et information. C'est ça qui est intéressant avec le biais de négativité. Tant qu'on est sur les jeux de société, qu'on parlait des notes, on parlait un moment d'éthique. Pourquoi j'ai utilisé ce mot tout à l'heure, c'est que, comme l'a dit Alain de Boucocker tout à l'heure sur les notes reçues sur BGG, notamment sur son jeu qui pour l'instant n'est sorti qu'en quelques festivals, bah, il a été noté, on peut noter un jeu sans preuve d'achat sur BGG. Donc, en réalité, la note, elle n'a rien d'éthique puisqu'on ne sait pas la note, on ne sait pas si elle est pertinente, si elle est justifiée, on ne sait rien du tout. Et encore plus quand cette même note devient un combat moral qui dépasse les qualités intrinsèques du jeu, dépasse la proposition ludique. Évidemment, vous voyez à quoi je fais allusion, puisqu'il s'agit du sujet qu'on a traité il n'y a pas longtemps, le review bombing, notamment. Je vous ai mis pareil des choses qui arrivent. Donc, vous savez, hein, le review bombing, c'est cette capacité à ce que des gens se mettent ensemble et à y noter de manière très souvent, le plus souvent négativement, mais aussi on le voit qu'il y a le review bombing positif, pour manifester leur mécontentement, quel qu'il soit, envers une entreprise, envers des personnalités publiques. Par exemple, on se souvient du review bombing sur les films de Kev Adams, qui avait commencé à un moment sur Ala 2, mais qui s'est ensuite propagé à tous ces films. Et on se souvient surtout comment ça avait fonctionné, c'est-à-dire qu'il y avait des forums qui se créaient, notamment sur jeuxvideo.com, où le but était juste d'aller, des appels à aller noter négativement le film. Donc des gens qui n'avaient pas vu le film allaient noter négativement pour... C'était devenu presque un jeu. On a pareil sur des jeux vidéo, où parfois, si l'éditeur du jeu vidéo a fait une pratique commerciale ou a eu des propos, peu importe ce qu'on pense de ces propos d'ailleurs, hein, ça a créé tout de suite, on va se venger, en tout cas on va manifester le mécontentement là-dessus. On parlait tout à l'heure des affiches pour le festival des Jeux de Cannes qui ont été affichées ce matin et qui ont été retirées 2 heures après. S'il y avait justement un moyen de noter ces affiches, je pense qu'ils auraient eu à faire un review bombing, très certainement, dans la journée, qui amène à des choses un peu aberrantes. Donc je vous ai remis le fameux review bombing de Codenames, donc Back to Hogwarts. Alors, attendez, bonsoir Nico, t'entends? Ça va bien. Ça va bien, nous étions en pleine émission. Ok.
T'es prêt à prendre la suite? Ah, bien sûr, tout à fait. Hop. Donc là, je parlais justement, j'en étais à la partie review bombing, et je parlais donc notamment de Codenames, donc Back to Hogwarts, hein, le fameux jeu qui a fait polémique il n'y a pas longtemps. Et une fois de plus, le jeu n'est pas en vente, le jeu n'est pas encore disponible, mais il a déjà plus de 700 notes, si je dis pas de bêtises, pas loin de 700, dont une majorité de 10 évidemment, et une majorité de 1, qui sont uniquement pour le coup des notes morales, et pas du tout des notes intrinsèques à la qualité du jeu. Il est pas encore sorti du côté anglophone? Non. Donc, Ok. Je croyais que ça avait... parce que c'est une première édition. Hein. oui, c'est ça. C'est un nouveau jeu qui sort. Hein. C'est une nouvelle manière de jouer par équipe. Hein. Ouais, c'est très particulier. De toute façon, le revue bombing... C'est ça. Et donc, que faire en fait de son avis négatif? Parce que je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'il y ait des avis négatifs. Hein. Je vous propose une petite grille éthique et simple. Je pense que la première chose à se faire, c'est pourquoi on écrit. En fait, est-ce que on veut partager loyalement un avis sur un jeu, ou est-ce qu'on veut punir? Et déjà, on l'a déjà expliqué, hein, le fameux commentaire de punition. Est-ce que c'est utile, c'est-à-dire utile si je suis en petite dose, s'il n'y en a pas beaucoup, ou si c'est dangereux quand ça devient une meute, quand on vient à plusieurs, etc. Ensuite, on peut se dire les faits versus le jugement. Donc, c'est toujours mieux de décrire quelque chose qui est vérifiable sur le jeu et de distinguer ce qui est du coup personnel et ce qui est des problèmes objectifs dans un jeu. On peut dire aussi avoir une proportionnalité. Une gêne mineure ne justifie pas un 1 sur 10, par exemple. Ni un 10 sur 10 parce que c'est ma licence préférée. J'adore Vital Lacerda, je vais pas mettre 10 sur 10 partout, parce que de toute façon, je ne note pas. Mais voilà, vous comprenez. Je savais pas que t'aimais bien Vital Lacerda. La transparence, évidemment, on l'oublie trop souvent, mais dire si l'on a joué et combien de parties. Et préciser les conflits d'intérêts éventuels, ça aussi, ça pourrait faire partie des choses. Le respect, toujours bien, critiquer le jeu et les faits, jamais la personne, et éviter évidemment les attaques coordonnées. Quand on dit jamais la personne, on parle de l'auteur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer son travail et ses choix. C'est deux choses différentes. Et ensuite, je pense qu'on peut parler de sensibilités qui sont collectives. Si l'on juge la licence, si on juge les valeurs de ceux qui ont créé cette licence, les polémiques, on peut le dire explicitement et séparer du coup la critique morale de la critique ludique. Pour moi, les deux ont leur place. Hein. Il ne faut pas en enlever une pour l'autre. Mais je trouve que c'est, une fois de plus, très bien que ce soit complètement cohérent dans nos propos. Alors, on était sur le review bombing. J'ai noté plusieurs cas de review bombing. Il y a le bombing idéologique. Donc là, on vise des œuvres, des personnes perçues comme politiques. On connaît, hein, c'est quelque chose qui revient très souvent. On a ce qu'on j'ai appelé le bombing commercial. Donc ça, c'est on va le faire parce qu'il y a une exclusivité, par exemple. On va pas être content parce que le jeu ne sera disponible que en boutique, que à tel endroit, ou que les prix ne nous conviennent pas, ou etc., etc. Donc ça, on sait que ça existe aussi, hein, il y a déjà ça. Il y a aussi le bombing de pré-sortie, qui existe déjà, ce qui est le cas pour le coup. On voit qu'il y a un mix avec, si on prend le Codenames, mais ça vise à affaiblir l'accueil avant que le public ne voit l'œuvre. On a déjà ça qui peut se mettre en place aussi. Oui, parce que beaucoup vont juste regarder la note générale, vont pas aller voir le détail des notes, quoi. Exactement. Et ensuite, on a j'ai appelé le bombing positif,
ou le reverse bombing, je sais pas si ça se dit, qui est le coup, pour le coup, c'est une vague d'avis élogieux pour récompenser un geste. On l'a vu récemment, notamment parce que un YouTuber va faire un don ou qu'un éditeur va offrir un jeu, par exemple. Et ben tout à coup, poum, il va avoir plein de reviews positives, et pas une fois de plus représentatif du jeu, mais qui est plutôt une récompense pour son geste. Alors j'ai parlé beaucoup du jeu de société. On a la même chose, parce qu'on pourrait me dire oui, mais les autres secteurs culturels, oui. Il y a Ouais, le fait. ça vient surtout du cinéma à la base et des séries télé. Le review bombing, le jeu vidéo est touché, les livres, les bandes dessinées, ça touche tous les secteurs. Oui, et même le commerce traditionnel. Hein. Oui. On l'a vu récemment, par exemple, une boulangère a reçu une influenceuse, je crois, qui a fait une critique négative dans une vidéo en se trompant. Enfin, elle a fait une critique sur une boulangerie. Et c'est une boulangerie qui a un nom similaire, qui s'est fait défoncer dans les avis Google, qui a reçu des appels, des menaces, etc. Puisque vous savez, le review bombing s'accompagne aussi, pas seulement de notes, mais d'actes beaucoup plus graves. Et donc ça a flingué son commerce au point qu'elle a dû arrêter son commerce, alors que ce n'était pas du tout elle dans la vidéo de l'influenceuse. Donc ça a des cas concrets dans des tas maintenant de... Donc oui, dans les cinémas, on a le fameux Rotten Tomatoes qui fait figure de référence, oui, MDB. On a aussi... donc il y a des tas d'exemples sur les reviews bombing là-dessus. Last of Us, saison 2, les Anneaux de pouvoir, évidemment. Alors oui, bon, il y en a certaines, comme les Anneaux de pouvoir, c'est pas non plus sans raison. Ah non, là on critique pas est-ce qu'ils ont raison ou pas, on dit que ça existe. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'es pas sur du revue bombing politique pour les Anneaux de pouvoir la saison 2. T'es sur de la frustration des gens par rapport à la saison 1 et par rapport à la saison 2. Bien sûr. Parce que tout à l'heure tu disais la critique négative, mais le review bombing n'est pas l'envie de faire une critique positive ou négative, c'est juste de cracher sa haine ou d'exprimer au contraire son amour pour quelque chose, quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est un moyen d'expression. Salut BV, qui a un nom trop long. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'en réalité, il y a des enjeux éthiques derrière. Une fois de plus, moi je l'ai dit, je suis pas trop pour tout ce système de notes, etc. Pourquoi je dis qu'il y a des enjeux éthiques? Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, on a tendance à oublier, c'est que derrière ça, on est faire la distinction entre la liberté d'expression et le sabotage. Une critique argumentée versus une campagne punitive. Donc c'est important en réalité de mettre ça en place. Et moi je pense que enlever ces systèmes de notation, ça permettrait quand même de pouvoir obliger plus ou moins à aller vers une critique de plus en plus argumentée. Il y a aussi le devoir de lecture, de prendre du temps, on l'a dit tout à l'heure, la note va avoir un impact, on a parlé de tous les biais cognitifs liés à ça, de tous les enjeux qui sont derrière, et je trouve que moi, on devrait avoir ce devoir-là, de prendre le temps de lire, de prendre le temps de développer. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos vidéos, ça nous a souvent été reproché sur la longueur, mais on y tient. Même si on peut avoir des moments à l'emporte-pièce, on reste dans l'idée qu'il faut contextualiser, qu'il faut prendre le temps de développer, que c'est que comme ça qu'on peut développer un propos et pas être juste résumé à une note ou à un court texte. Et moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, je supporte pas qu'on résume ma pensée à une phrase. J'ai été repris, par exemple, pour un visuel de Cocktail Game. J'adore Cocktail Game, j'adore les gens de chez Cocktail Game, j'adore, comment ça s'appelle, Top 10, et Top 10 Adventure, vous le savez.
Et dans les visuels, maintenant, vous savez, tous les youtubeurs, les médias ludiques sont repris et on reprend des phrases. Et moi, ils ont résumé ma pensée alors, je sais plus combien de temps on a parlé de Top 10 Adventure, mais c'est devenu, c'est un banger, quoi. Bon, bref. Ça, je déteste ça. Hein. Les gens, sachez-le. Mais d'un autre côté, tu l'as dit, hein. Assume-le. Je l'ai dit, mais ma pensée, elle est pas en une phrase, quoi. Ouais, mais tu l'as dit. Donc, est-ce qu'on peut... Je sais plus où j'allais Mais du coup. de toute façon, c'est le problème des notations. Hein. Quand tu vois, par exemple, parce que tu parlais des notes par rapport au commerce et tout ça, par rapport à l'histoire de l'influenceuse et de la boulangerie, bon, tu le vois, par exemple, le problème des notes sur Google Maps. C'est quand tu tapes les commerces, tu peux avoir des notes, et puis quand tu regardes les arguments des gens, en fait, tu as des arguments qui vont être juste ah, bah la personne n'était pas souriante. Oui, mais qu'est-ce qui te dit que cette journée-là, la personne n'avait pas eu 15 clients qui lui ont tapé sur le système et que malheureusement, c'est le 16e client qui a pris. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Et en fait, c'est comme tu as l'impression à un moment donné que tu es dans une société où on t'amène à tout noter. Et donc, inévitablement, il faut que chacun y aille de son petit commentaire, de sa petite pensée. Et souvent, c'est pas le problème, c'est les gens cherchent pas à argumenter leur point, ils cherchent juste à dire, et tu le vois bien dans notre milieu, ils cherchent juste à dire pourquoi ils aiment ou ils aiment pas ce jeu, tu vois. Et quand en plus ça devient compliqué sur un système tel que le jeu de mettre une notation, parce que t'as quand même beaucoup de choses dans le jeu de société qui sont de l'ordre du subjectif. Hein. Y a des DA qui plaisent à des gens et qui plaisent pas à d'autres. Il y a des styles de mécanique parfois qui vont plaire à certaines personnes et qui vont pas plaire à d'autres. Ça peut être plein de choses. Quelqu'un peut trouver un jeu extrêmement élégant dans la façon dont il propose une mécanique, et quelqu'un peut le trouver complètement froid, et en fait tu te rends compte que c'est juste une approche qui est complètement subjective de la part de la personne, tu vois. Tu vois, par exemple, on parlait avec Franck d'un jeu qui s'appelle Ostia, et Franck le trouve froid, et c'est très étrange parce que moi je le trouve élégant, tu vois. Je trouve que mécaniquement, les trucs qui s'enchaînent le font très bien, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas quand tu discutes, tu te rends compte que tu n'as pas le même rapport au jeu. Et c'est là où, par exemple, la critique que toi tu as pondue sur Popcorn, c'est là où on voit que c'est une critique, parce que justement, elle essaye d'éliminer ces éléments-là en se recentrant sur bon, bah, quel était le travail qui a été fait sur le jeu, comment le jeu se place-t-il par rapport aux autres jeux, et pourquoi ces choses-là fonctionnent ou ne fonctionnent pas, tu vois. Oui, oui. C'est pour ça que, si imaginons qu'on résume vos pensées à tous les deux, peut-être que, alors qu'elles sont bien différentes, peut-être que toutes les deux, ça finirait par la même note. Ce qui, en réalité, finalement, n'a aucun sens. Puisqu'en fait, ce qui fait la force de vos avis, c'est bien qu'ils soient différents, avec des ressentis différents. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et que l'autre a tort. Ça veut juste dire qu'on peut avoir plusieurs manières d'aborder un jeu aussi, en fonction de ses propres choses. C'est pour ça que, pour moi, la critique écrite est plus longue, en tout cas, et les avis plus développés sont plus intéressants. Comme dit Yageux, ça ne veut pas dire que ça empêcherait les dérives et les réactions, etc. Bien sûr que non. Ouais. Mais, en tout cas, ça t'oblige à mettre des mots, ça t'oblige à réfléchir, à prendre du temps, etc. Alors qu'une note, oui. Souvent, on l'a vu tout à l'heure, puisque c'est un peu ce qu'on a démontré tout au long, ça amène à rien. Alors, Alain parlait de, tout à l'heure dans Alors, l'interview... juste, je veux te remarquer un truc, hein, je sais pas si t'as vu, mais Franck, c'est comme Candyman. Hein. Dès que tu prononces son nom, hop, il apparaît dans le chat. Ouais, mais il est sur la sellette, hein. Rappelez-vous. Tout à l'heure, Alain disait, oui, il pourrait y avoir des super noteurs, en quelque sorte, quoi. En fait, c'est ce que pourrait mettre en place, par exemple, BGG et MyLudo, pourraient étiqueter des notes comme des notes vérifiées, tu vois. Comme on peut avoir avis vérifié, ou etc. C'est-à-dire des gens qui peuvent prouver qu'ils ont acheté leur jeu, ou qui... Tu vois, il pourrait y avoir ce genre de choses, en fait, qui pourraient faire évoluer les plateformes, plus de transparence, etc. C'est Steam, je crois, qui a
qui a mis en place un système justement pour filtrer et détecter les anomalies de volume en temps réel, justement pour les review bombing. Et donc à ce moment-là, ça alerte en fait des humains, des modérateurs qui vont se plonger dedans et ils vont en fait enlever pendant une période, des périodes identifiées, des notes, tous les avis qui vont être mis à ce moment-là, et ça va être exclu du score global. Donc en fait, il y a des moyens d'avoir, sans supprimer la parole des gens, d'avoir des choses pour, euh, pour arrêter les polémiques, pour en tout cas l'impact des notes, etc. quoi. Ouais. Ayson dit qu'il se sert pas mal des Geek Buddy sur BGG, des personnes dont j'ai confiance en leurs notes et qui permet de voir uniquement leurs notes à eux dans la masse. Voilà, ça peut être une des solutions, mais une fois de plus, ça veut dire que ça demande du temps de trouver ces fameux Geek Buddy, quoi. Oui, et puis, bon, même là, hein, c'est-à-dire que, est-ce que tu fais confiance dans leurs notes ou dans leur avis? Parce que, moi, je le vois, hein, par exemple, quand tu as des notes 5 étoiles, ou même c'est les notes sur 10, tu vois, il y a des moments où définir les critères, moi, je l'ai déjà dit, hein, je me suis pris une fois le bec avec ma communauté et avant tout avec le professeur Borghem, parce qu'il avait une façon de noter qui est la façon nord-américaine, tu sais, avec S-, S+, S, A-, tu vois ce système-là de notes, là. Ouais. Et à un moment donné, c'était sur Solenia où moi je trouvais que à un moment donné, il cherchait des points négatifs pour des points négatifs sur le jeu, et notamment il se parle du mode solo alors qu'il n'a jamais joué, qu'il avait avoué ne jamais joué en solo. Et sur le coup, je lui dis que sa notation, je dis dans ma vidéo que sa notation, je la trouve, c'est facile, c'est pas évident de comprendre les critères qui fait qu'il va mettre un B plutôt qu'un B+, tu vois. Et que des fois, tu peux comparer en nombre de points, les jeux ont exactement les mêmes points, mais t'en as un qui a B et l'autre a B-, et tu sais pas pourquoi. C'est là où une note en jeu de société, je trouve que c'est un peu incohérent, tu vois. Alors, c'est aussi incohérent pour moi en cinéma, parce que pareil, tu notes quoi? Tu vas noter la photo, tu vas noter le... Tu sais, il y a beaucoup de choses techniques que beaucoup de personnes comme moi, des personnes lambda qui vont au cinéma 1 à 2 ou à 3 fois par an, ne remarquent pas, tu vois, et que tu apprends parce que tu regardes des vidéos sur YouTube et tu fais « Ah ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire par... voilà, ça c'est la photo, ça c'est l'éclairage, ça c'est ceci, ça c'est cela. » Mais dans le jeu de société, je veux dire... tu veux noter quoi? C'est l'adhérence des mécaniques à la thématique, tu vois? Tu t'entends? C'est-à-dire que ça voudrait dire potentiellement, par exemple, si on prend un critère comme ça, un jeu plaqué ne pourrait jamais être mieux noté qu'un jeu où les mécaniques vont dans la thématique. Alors qu'il y a des jeux où la thématique est complètement plaquée, même complètement hallucinante, qui pourtant sont géniaux. Tu vois, Azul, tu vas pas me dire que la mécanique elle est pas plaquée. Et pourtant, Azul est bien mieux que bien des jeux où la mécanique est pas plaquée, tu vois. Oui, oui, mais c'est pour ça que, on l'a dit, hein, il y a un système économique qui se cache derrière, donc vouloir faire disparaître ce système de notation, c'est pas gagné, mais j'ai plutôt l'impression que depuis le début de cette vidéo, il y a quand même un côté plutôt négatif à ce système de notation que positif. Mais il pourrait y avoir, une fois de plus, on revient pour les jeux de société, dans ce qui pourrait être fait. Moi, ce que je trouverais intéressant, par exemple, c'est que on pourrait geler l'impact quand il y a un review bombing, tu vois, mais tout en gardant, donc geler, c'est-à-dire pas l'enlever, pas l'empêcher. Comme ça, on peut quand même documenter la controverse quand elle a lieu. C'est des choses, tu vois, qui pourraient être mises en place. Pareil, si on regarde sur YouTube, YouTube a caché le compteur public sur les pouces vers le bas. Et en fait, après l'avoir fait, il y a eu une baisse des attaques liées aux pouces vers le bas. Puisqu'avant, c'est ce qui était utilisé, l'équivalent du review bombing, si vous préférez, était utilisé pour attaquer massivement des vidéos. C'est d'ailleurs, je crois que c'était la vidéo, il me semble, de Justin Bieber, je crois, qui s'était fait notamment défoncer comme ça. Et donc, une fois de plus, ça permet de réduire le mimétisme.
puisque ce qu'on a vu tout à l'heure dans les biais, il y a le fait du mimétisme. Donc, ça permet, une fois de plus, d'enlever les campagnes négatives. Ça n'empêche pas de faire des feedbacks sur les vidéos, de mettre des commentaires, etc. Et voire même de mettre des pouces négatifs, hein, puisqu'ils y sont toujours. Sauf que comme les gens les voient plus, ça enlève tous les biais cognitifs liés à ça. Et alors, il semblerait, je lisais une étude sociologique là-dessus, que ça, depuis en plus qu'ils ont supprimé donc la visibilité du pouce négatif de façon publique, ça a aussi amené une baisse des pouces vers le haut. Parce que les gens, je pense qu'il y avait la volonté à un moment donné, quand tu voyais une bonne vidéo qui semblait se faire descendre, tu voulais mettre ton pouce en disant bah non, je vais essayer de la faire remonter de ça. Et ça, finalement, ça a fini par décanter, tu vois. Mais il faut aussi comprendre avec YouTube que l'opération, elle est aussi commerciale. Parce que tu avais énormément de produits de chaînes comme Disney et tout ça, où les trailers, par exemple, de Blanche-Neige se faisaient ramasser comme c'était pas possible, avant même que les films sortent, tu vois. Et donc, à un moment donné... parce que ça la foutait mal, parce que c'était aussi ces trailers que YouTube balance dans leur propre pub, donc ça faisait problématique, tu vois. Et je me souviens qu'à ce moment-là, quand il commence à parler de l'histoire d'enlever ce pouce, il y avait justement une pub alors je sais plus si c'était des jeans ou des chaussures, c'était quelque chose de vestimentaire, où la vidéo s'était fait attaquer à gros coups de pouce négatifs, mais avec vraiment une grosse différence entre les deux, et ça la foutait mal parce que la publicité passait en plus dans les pubs de YouTube, tu vois. Et donc l'annonceur était pas très content, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on montrait justement l'impact financier qu'ont les notes, les avis, et donc c'est toujours, très, très souvent en tout cas, lié à ça, quoi qu'il arrive. Hein. Et quand des plateformes font des changements, c'est soit que c'est des changements qui les arrangent eux directement, ou indirectement, puisque Google a souvent fait, enfin YouTube a souvent fait des changements quand les annonceurs ont justement ont mis la pression en arrêtant d'acheter de la pub ou de faire de... Voilà. Toujours, de toute façon. D'ailleurs, si tu me permets, juste, tu couperas ça au montage, hein, juste pour rappeler que en ce moment, c'est le September Fest, je crois, ce qu'ils ont appelé comme ça, mais tout ça pour dire qu'il y a des réductions sur les abonnements sur Twitch. Donc, si vous avez un Prime ou si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas, c'est réduit en plus. Ah oui, et merci à Oliver tout à l'heure qui a fait un Prime pour son 5e mois consécutif, si je dis pas de bêtises, et que j'étais en pleine interview, enfin, je diffusais une interview, donc j'ai pas pu remercier. Mais tu vois, un truc tout bête, mais ce que font certains sites de livres, de notation de livres, en fait, ils limitent le préjugement, justement. Et en gros, pour les jeux de société, en fait, pourquoi on peut noter des jeux qui ne sont pas encore sortis, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu... Alors, certes, tu peux y jouer en festival, mais tu peux très bien aussi, à ce moment-là, reporter ta note et ton avis au moment où le jeu y sort, quoi. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai souvent remarqué, à l'époque où je faisais du Kickstarter, que les projets se lançaient, et généralement, tu avais 1 ou 2 mois avant le lancement du projet, tu avais la page sur BGG qui apparaissait, et justement, ça restait dans les premiers temps, la note restait vide sur les quelques premières semaines, et après, les gens commençaient à mettre des notes, et tu disais, mais... ils ont testé le jeu ou pas? Et en fait, quand tu commençais à lire les commentaires, et notamment quand la campagne Kickstarter a été lancée, les gens ne faisaient que réagir à ce qu'ils lisaient je vais dire la propagande, mais comprenez ce que je veux dire, c'est de ce que l'éditeur annonçait sur la communication. Ouais. La communication sur merci, oui, le terme est beaucoup mieux, sur la page Kickstarter, tu vois. Et c'était fascinant de constater qu'en fait, les gens n'avaient pas encore testé le jeu, ils avaient déjà un avis, et souvent ce qui se passait, c'est que la note par moment baissait très fortement une fois que le jeu était livré, parce que les gens étaient fâchés qu'on leur ait vendu du rêve et que finalement c'était... Et tu le voyais aussi parce que le review bombing, je crois que c'est pas si vieux que ça quand même dans le jeu de société.
Mais à l'époque, ce que tu pouvais voir, c'est que quand une campagne, il y avait des moments où ça se passait mal, tu vois, notamment par exemple avec nos amis de chez Mythic Game, et ben ça se voyait dans la note. Tu voyais la note qui commençait à baisser petit à petit parce que les gens râlaient en disant oui, le jeu n'est pas encore livré, il aurait dû être livré. Et tu avais des commentaires comme ça qui apparaissaient où tu te disais oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent du jeu, tu vois. Oui, oui. Et finalement, les gens finissaient par plus noter sur un Kickstarter, tu avais plus la note de leur expérience du Kickstarter que du jeu en lui-même. Oui. Il y a Fringe qui dit parce que BGG c'est une asso, pas un commerce, et qu'Amazon ou YouTube ont tout à perdre et BGG pas grand-chose. En fait, je suis pas d'accord avec ça parce que BGG, certes, ils font des campagnes de financement, ils vendent des goodies, ils ont. Alors, je sais pas s'il y a les gens sont salariés ou pas. En tout cas, c'est quand même un site assez important dans l'écosystème ludique. Et on l'a vu, la notation sur BGG, elle a une importance. Alain nous le disait, par exemple, sur les ventes SN. Nico a rappelé aussi que ça pouvait en avoir pour les campagnes de financement participatif, etc. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même des pressions, etc. Je dis pas que c'est au même niveau, évidemment, et dans les mêmes contextes, mais je pense qu'ils ont quand même un intérêt à pas faire n'importe quoi, parce que si demain un autre site prend les places et qu'ils disparaissent, enfin, ça peut vite arriver, on le sait, hein. Il y a plein de grandes plateformes qui ont des milliards de gens et qui, hop, du jour au lendemain, ont disparu. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quand même... voilà. Mais je suis d'accord que c'est pas dans le même cadre. Ouais, et je serais intéressé de voir les statuts, moi, de BGG, parce qu'ils ont une boutique aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, qui vend du matériel amélioré. Non? Oui, c'est possible qu'ils ont des choses là-dessus. J'irai pas parce que comme je sais pas, je peux pas dire des trucs. Ouais, Oui, ils ont un... T'as le Geek Market qui Ouais. est là, donc déjà... Non, le Geek Market, c'est pour les jeux. Mais je me souviens qu'à une époque, tu pouvais acheter des jetons améliorés sur... Oui, t'as ça, il me semble, puisque moi, ils me l'ont dit pour le Brise Neuron, hein, qui est sur BGG maintenant, l'affiche. Il me semble que si je mets un lien vers la vente, je crois qu'il y a marqué qu'il touche une petite com. Je crois que c'est Ouais. il y a peut-être des liens affiliés là-dessus. Bon, bref, on est d'accord que c'est pas un site commercial, évidemment, mais qu'ils ont quand même un intérêt, comme ils font partie de l'écosystème, à ce que leur système de notation semble, en tout cas, continuer à plaire. Moi, de mon côté, en restant sur les jeux de société, je pense tirer la sonnette d'alarme. C'est ce qu'a un peu Alain a dit tout à l'heure, mais c'est ce que je remarque quand je parle avec des auteurs. Tout à l'heure, je disais que j'étais à la journée où j'ai fait 18 protos. Enfin, j'ai joué à 18 protos, mais quand je parle avec d'autres personnes du secteur, attention à la tyrannie de la note. Si tout le monde se base, que ce soit les boutiques, les distribs, mais aussi les médias, qui survalorisent ou qui, voilà, sur les notes 8 et plus, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, on va appauvrir la diversité, et puis on va dissuader la prise de risque éditoriale, ce qui est déjà un peu le cas, hein. Ce qui est déjà un peu le cas dans le secteur ludique, où maintenant, la petite musique, c'est les auteurs qui ont un jeu un jeu de gestion un peu plus conséquent, soit ils font une croix dessus directement, soit ils essayent de supprimer des trucs, etc. dedans pour le rendre vendable. C'est-à-dire qu'on a perdu le côté création, plaisir de la création. Je dis pas que c'est tout le monde, attention, mais... donc voilà. Et donc cette tyrannie de la note, je pense qu'elle est néfaste aussi pour ça, pour la création, dans tout ce que ça veut dire en termes de créativité. Mais même pas que de la note, hein. Des fois même la vie d'influenceurs. Parce que par exemple, tu prends le jeu comme Moon Colony Bloodbath, dont on parlait la dernière fois, et dont Simon disait que c'était l'une de ses meilleures ventes au passe-temps. Bon, il faut savoir que par exemple, sur la note qui est donnée par Dice Tower, elle n'est pas très haute, alors que l'autre, le gros site anglais Shutdown and Sit Down, si je dis pas de bêtises, eux ont donné une note extraordinaire, tu vois. Et du coup, tu fais comme... tu sais, si tu dois te baser que sur la note, comment tu t'évalues le jeu, tu vois, sur juste les avis de grandes structures, tu vois. Donc, ouais, la note ou te concentrer que sur la vie et ne pas à un moment donné faire ton travail toi-même de recherche, mais par exemple une boutique ou quelque chose comme ça.
pense que des fois c'est compliqué. Surtout que tu vois par exemple quelqu'un comme Simon ou même quelqu'un comme JS qu'on a pu interviewer sur la chaîne, sont des gens qui jouent à quand même pas mal de jeux, et quand ils ont un coup de cœur, bon des fois ils peuvent avoir des coups de cœur et être sur des jeux qui sont très très mal notés sur BGG, et pourtant ils arrivent très bien à le vendre parce que justement ils ont l'argument et qu'eux sont capables de t'expliquer d'un point de vue argumentaire pourquoi le jeu va être intéressant pour toi. Oui, oui. D'ailleurs, on pourrait dire, c'est que les notes, en fait, ça peut capturer l'instant présent ou la réaction immédiate de la personne. Tu sors de ton Uber, tu sors du resto, tu sors de ta partie. Ok, ça peut capturer cette réaction immédiate, tu vois, mais ça ne dit rien. Ça ne dit rien concrètement sur le jeu. Ça ne dit juste quelque chose sur ta notation à toi, qui est la tienne. Sur tes critères à toi, sur ce qui te semble important pour toi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, entre Franck et toi, et à toi, c'était pas Nico, mais entre Franck et Nico, ce qu'ils disaient sur leur avis différent sur un même jeu, on voit bien que s'ils avaient mis la même note, ce qui est très probable, ça n'aurait rien dit finalement sur le jeu en lui-même. Alors qu'un avis écrit, un avis commenté, un avis travaillé, pour moi, hein, ça reflète plus une réflexion un peu plus approfondie. Parce que ça t'oblige à chercher des mots déjà. Et rien que ça a l'air con, mais trouver le bon mot pour refléter ce qu'on a ressenti, ça vaut toutes les notes du monde, à mon sens, hein, une fois de plus. Tout à fait. C'est là où moi, par exemple, tout à l'heure tu faisais la comparaison avec le cinéma, je préfère une vidéo ou un article d'écran large que une notation de Allociné. J'ai beaucoup plus de matériel et même Yannick Dahan, hein, quand tu l'écoutes, tu sais pourquoi il n'a pas aimé. Parce que j'ai l'impression qu'il fait plus de vidéos sur ce qu'il n'a pas aimé que sur ce qu'il a aimé. On l'emmène là-dedans, ouais. Mais concrètement, voilà, t'as pas besoin que le gars te dise bon, alors là je mets un 3 sur. Non, non. Mais même, tu vois, à un niveau plus bas, quand tu prends les critiques, par exemple, de gars comme Seb et JDG, bon, ils mettent pas de notes, tu vois, mais tu sais, à ce qu'ils ont dit, s'ils ont aimé ou pas le film, et t'es capable de te faire ton propre avis par rapport à leur avis, tu vois. Donc, tu as entièrement raison là-dessus. Voilà, hein, je pense que... Alors, je remarque que j'ai dit que tu avais raison et ça t'a coupé le sifflet. Ouais, j'avais tout de suite dit, c'est une très bonne conclusion. Non, il y a... Je voulais continuer sur les biais aussi, sur les biais cognitifs et les dérives de la notation sociale, parce que là, on a parlé tout à l'heure de certaines choses, mais on a aussi pas parlé, par contre, des biais de ceux qui notent. On a parlé de ceux qui reçoivent les notes. C'est Dan Turot, je ne dis pas de bêtises, qui est un critique américain et qui souligne un biais de sélection. Ça, c'est quelque chose que on a souvent noté, pour le coup. Noté, pas dans le sens... noté dans le sens notation. Enfin bon, bref, vous m'avez compris, c'est le bordel. Les amateurs, en tout cas les passionnés, ils vont avoir tendance à noter surtout les jeux qu'ils aiment, puisqu'il y a une logique. On va jouer plus, on va regarder plus les choses que l'on aime, en général. On va moins se tourner vers des jeux, des films, des choses qui ne vont pas dans ce qu'on apprécie. En général, si tu n'aimes pas les films d'horreur, il y a peu de chances que tu ailles en voir, et il y a donc peu de chances que tu en notes. Alors que si tu adores, je sais pas moi, les jeux de pli, il y a de grandes chances que tu en joues beaucoup, et donc de grandes chances que tu en dis souvent du bien, parce que c'est une mécanique que tu apprécies beaucoup, etc. Ouais, alors ça marche moins pour ceux à quoi tu joues. Tu vois, moi, j'aime pas du tout les jeux de pli. Mais comme j'ai des joueurs qui adorent ça autour de moi, je me retrouve obligé de jouer à des jeux de pli. Oui, tu viens de le dire. Moi, j'arrive à les apprécier, tu vois. Tu viens de dire, si tu devais faire toi ta propre sélection, tu n'irais pas vers ça en réalité. Non, mais bon, vu qu'ils le proposent, c'est là aussi c'est peut-être une des particularités du jeu de société, c'est qu'à un moment donné, quand tu es autour d'une table, si tu veux pas briser le lien que tu as avec les autres parce que tu passes un bon moment, alors je veux pas en train de dire que quitter la table, ça fait que tu n'as plus d'amis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un événement qui se crée, il y a une atmosphère qui vient de se poser, il y a des relations et tout ça. Et si tu veux rester dans cette atmosphère-là,
si quelqu'un sort un jeu et que t'es pas super fan du jeu, tu vas quand même avoir une certaine tendance à vouloir y rester parce que tu veux rester dans l'ambiance, tu veux rester avec les gens que tu apprécies, tu vois. Oui, oui. Et on rappelle un petit disclaimer, on n'est jamais obligé de jouer à un jeu si on passe un mauvais moment. Rappelez aussi que vous pouvez exprimer le fait que ce jeu ne vous convient pas, que vous n'appréciez pas. Mm. Et si vous êtes entouré de gens bienveillants, ils accepteront de ranger le jeu et d'en prendre un qui plaira à tout le monde. Ne l'oubliez pas, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui s'obligent aussi, parce que comment on appelle ça, la truc social, là, la pression sociale fait que. Oui, d'ailleurs, Jérémy, c'est de quoi il parle. Hein. La dernière fois qu'il s'est retrouvé obligé de jouer à un jeu, c'était Great Western, et il s'est retrouvé avec 36 en score final. Légendaire. Jusqu'à présent, personne n'a fait mieux. Donc, les gens. Les jaloux. Les jaloux. Alors que si t'avais dit stop avant, que t'aimais pas le jeu, bah t'aurais pu jouer à autre chose. J'aurais pu faire un skijo. En fait, je pense que j'aurais dû dire stop au moment où j'ai invité Youn à jouer autour de la table. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Autre biais, donc je parlais du biais de sélection. Il y a aussi un autre biais qu'on connaît tous et toutes. Une fois de plus, quand je parle des biais, on y est tous soumis. Même si on les connaît et qu'on essaye de les contrecarrer, tôt ou tard, on fléchit. Il y a le biais de favoritisme, évidemment. Alors, vous le savez, quand vous regardez Punchboard, par exemple, où vous allez avoir tendance à excuser plus facilement nos vidéos ratées, là où les gens qui ne nous apprécient pas vont se faire un plaisir de nous arracher les commentaires. Mais c'est vrai que quand on aime un auteur culte, quand on a quelqu'un qu'on adore, on va excuser plus facilement les flops ou les ratés. C'est quelque chose qu'on va retrouver, que ce soit bien au cinéma, mais dans les jeux de société aussi, etc. Donc ça aussi, c'est un biais qu'on va retrouver éventuellement dans les notations ou dans les critiques. Ouais. On a aussi donc l'effet de mode. C'est quelque chose que la fameuse hype, voilà, où il faut... Là, ça va avec le biais d'exclusion. C'est-à-dire que tu as peur que si tu n'adhères pas à la hype de tout le monde, bah, tu te fasses exclure du groupe parce que justement, tu ne comprends pas pourquoi les gens aiment ce jeu-là et t'es pas dans la hype. Donc c'est une tendance à suivre la foule, quoi. Il faut, faut aller... Tu te conformes, en fait, pour ne pas être exclu du groupe. C'est ça. On a appelé tout à l'heure un peu l'équivalent du biais de conformité pour les gens qui notent. Et donc, et puis il y a aussi le biais de complexité. Ça, c'est très intéressant quand je lisais ça. Est-ce que tu sais ce que c'est le biais de complexité, par exemple? Je dis ça parce que je ne le savais pas. Vas-y. Tu me fais un peu peur, mais vas-y. Non, en fait, c'est par peur de paraître inculte. On a tendance à surévaluer les jeux plus difficiles ou prétendument plus intellectuels ou plus complexes. Mmh. Ça, c'est vrai qu'on peut le retrouver chez certaines personnes, par exemple, qui adorent dire jeu expert, joueur expert, etc. Je pense que c'est un peu un biais de complexité. Et que parfois... qu'un jeu est froid. Excuse-moi, je voulais embêter Franck. Donc voilà, prendre conscience que ces biais, en fait, ne sont pas anodins, ne sont pas innocents, et donc que ça peut avoir un vrai impact. Et donc que tout ça, en fait, nous amène à nous dire. Alors, il y en a un que tu aurais pu rajouter. Oui. Et le biais de possession. C'est-à-dire que c'est démontré que quand tu achètes un produit, tu as plus de difficultés à le dévaluer que s'il t'a été offert ou que c'est pas le tien. Oui. Alors, ça marche pas. Il faut pas oublier que les biais, ça marche plus ou moins sur tout le monde, attention. Parfois, on peut être pris par un biais, peut être pris par un autre biais. Parce que, effectivement, il y a quelqu'un qui va me dire à un moment donné, non, moi j'ai acheté ce jeu. Par exemple, je vais avoir Franck qui va me dire, bah non, moi j'ai acheté Ostia d'occasion et je l'ai pas du tout aimé tout de suite. Tu vois. Bon, alors déjà, il l'a acheté d'occasion, on pourrait discuter là-dessus. Mais c'est bien, je raconte la vie de Franck en même temps. Tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent quand tu achètes un jeu et souvent quand tu as payé cher pour ça, tu as plus de mal à le dévaluer que si c'était pas ton jeu, quoi. Oui. Et puis, oui, il y a aussi le fameux... C'est un peu le biais de confirmation, quoi. On cherche à valider nos croyances initiales et à ignorer la critique. Donc, oui, je suis sûr que ce jeu est bien, je vais le prendre.
Et ça valide mes croyances initiales, et puis tant pis si on me dit que c'est pas vrai. Il y a aussi un autre effet, c'est le fameux effet de cours d'école. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand on est un commentateur respecté, j'ai envie de te dire. Donc c'est souvent les youtubeurs, les influenceurs, etc., quand ils donnent leur avis. Et on peut le voir quand... alors je parle pas de Punchboard pour le coup, mais on va le voir sur des plus gros influenceurs qui ont plus d'impact. Et ben en fait, ça en influence des centaines d'autres. Et donc, chacun va avoir son mot à dire, va essayer de... Ça crée un cycle un peu hystérique parfois d'ailleurs, positif ou négatif, hein, c'est pas la question. Et on le voit, que ce soit Pénélope Gaming, que ce soit Simon du Passe-Temps, etc. Il y a des gens qui, quand ils s'expriment, vont tout de suite créer une espèce de... Les gens vont se mettre d'un côté ou de l'autre de ce qui a été dit, et ça va s'affronter sur ça. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui entrent en compte, quoi. Et puis parfois, tu peux aussi avoir l'effet de quand, par exemple, Maxidan dit qu'il a aimé ce jeu-là, toi tu vas tout faire pour détester ce jeu, alors que s'il faut, c'est un bon jeu, quoi. Oui. Des fois, Maxidan aussi aime des bons jeux. Oui. Ça, c'est lié pareil à la personne qui est... Ouais. Une fois de plus, on est sur... on est toujours, de toute façon, dans... Vous avez remarqué que depuis le début de cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais parlé, finalement, à aucun moment, on parle de la qualité intrinsèque du jeu. À chaque fois, ce sont des phénomènes, ce sont des notations, ce sont des choses qui s'expriment, mais qui ne parlent jamais de la qualité intrinsèque du jeu. On est loin de... pour moi, la notation, c'est le contraire de l'esprit critique, en réalité. Comme nous, c'est un peu ce qu'on essaye de défendre sur cette chaîne, de donner comme outil, de convaincre que se réapproprier soi-même, je dis pas que nous, on a les bonnes solutions, mais se réapproprier soi-même un esprit critique, prendre du temps, etc., je pense que c'est pour moi une des solutions ou une des pistes d'amélioration et d'un côté des systèmes existants, c'est-à-dire sortir ou se débiaiser, j'ai envie de dire, c'est pas un gros mot, attention, mais se débiaiser des systèmes de notation d'un côté, et de l'autre, se réapproprier le loisir culturel que peut être par exemple les jeux de société, mais on parlait de cinéma, de lecture, théâtre, et ce que vous voulez, se le réapproprier avec l'esprit critique. Et je parle aussi des professionnels du secteur du jeu, puisqu'en fait, tout le monde fait partie intégrante du système pour arriver à retrouver une certaine sérénité dans la créativité, dans la multiplicité aussi bien des contenus que des avis, parce que, une fois de plus, c'est pas parce que des gens pensent différemment que c'est forcément négatif, dans le sens ça apporte rien au moulin, etc. Donc, je pense qu'il faut que les gens se réapproprient la liberté d'expression qu'ils ont, et que, à mon sens, les plateformes de notation leur auront un peu volé. Ça ferait presque discours de campagne, là, ce que tu viens de nous faire. C'était plutôt beau. C'est-à-dire campagne provinciale. Campagne électorale, là. Ah bon, pardon. Tu vois, parti pour le 8 septembre, là. Elle se présenter en tant que député et tout. Je vote pour toi. Ah bon, parce que j'étais campagne, tu sais, comment il s'appelle, Jean Lassalle, là. Qui d'ailleurs, je sais pas si vous savez, il lance son spectacle. Vous pouvez donc aller le voir sur scène. Il a écrit un one-man show. Ouais, grand-mère, élever des brebis. Bref. Donc, en conclusion, je pense qu'on peut aller sur une conclusion là-dessus. Oui, à minuit, tu peux conclure, je pense. La note est-elle encore utile? À mon sens, je pense qu'elle peut l'être dans certains contextes, mais si on la cadre vraiment, pourquoi pas? Mais je pense qu'actuellement, elle est nocive parce qu'elle gouverne. On a vu les effets de meute, les effets d'ancrage, la fameuse tyrannie, je parlais tout à l'heure de la note, la confusion des enjeux entre une note qui est punitive, une note qui milite, une note qui finalement n'informe pas, plus les effets sociaux, etc. Donc je pense que abandonner petit à petit la note, au moins parfois, notamment quand on s'exprime, quand on veut écrire des retours sur un jeu, parce que c'est important aussi de
d'avoir cette liberté, on a cette chance d'avoir des plateformes qui aussi accueillent la parole des uns et des autres, de prendre ce temps-là, en fait, et de revenir à quelque chose de plus travaillé, de plus réfléchi. Voilà. Ça sera ma conclusion. Je sais pas si Nico, toi, Je trouve ta conclusion très bien. Eh ben, Il n'y a rien à rajouter. mesdames, messieurs, on vous souhaite une fondue.